Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode probablement très court de Kickstarter 101 Ornat dans lequel je te présente le jeu Aeon Trespass. Littéralement, je peux faire de l'écho en parlant dans ce jeu-là. La boîte, elle est ridiculement gigantesque, ça n'a pas de sens. Donc, Aeon Trespass, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui mélange différents genres. C'est un jeu d'abord et avant tout d'aventure narrative. Donc, c'est un jeu où tu vas avoir un gros livre d'histoire qui est gigantesque, qui ressemble à ceci, qui a vraiment énormément de choses à l'intérieur. Tu vas te promener dans la Grèce antique avec un équipage d'argonautes. On va se promener donc sur l'Argos avec un équipage d'argonautes. Et on est dans une espèce de Grèce antique post-apocalyptique dans lequel il y a eu, je pense que ça s'appelle Eschaton, qui est grosso modo l'équivalent Ragnarok pour les dieux de la Grèce antique. Donc les dieux ont été annihilés, ils ont disparu, le monde est à moitié détruit, et nous on se réveille sur une espèce de navire gigantesque, étrange, l'Argo. On se rend compte qu'on est capable de prendre contrôle de titans gigantesques qui, grâce à ces titans-là, vont combattre des créatures encore plus gigantesques qui s'appellent des primordiaux, je pense, en français, un primordial, des espèces de créatures encore plus grande, plus dangereuse et plus vile que les titans opposés aux dieux grecs et qui tentent de détruire ce qui reste du monde. Fait qu'on se promène à travers avec ce navire-là, qui est gros comme plusieurs cités, à travers la Grèce antique. On résolve des aventures, on résout des aventures, dis-je. On rencontre des gens, on se bat régulièrement contre ces primordiaux-là, et on tente de progresser dans l'histoire jusqu'à temps qu'on la gagne. C'est le cycle, l'aventure qui va nous dire quand on gagne, il y a plein de moyens de perdre, mais c'est l'aventure qui va nous dire quand on gagne, ça va être précisé là-dedans. Bravo, vous avez gagné. Dans la boîte de base, celle que je vous ai montrée, parce que oui, c'est une boîte de base, il y a 3 cycles, donc 3 campagnes. Au moment où j'enregistre, j'ai fait à peu près la moitié du premier cycle, donc peut-être une quarantaine d'heures de jeu, 35-40 heures de jeu environ. Je vais te présenter ce que je vais te présenter d'un point de vue d'un joueur solo. Donc moi, je fais la campagne seul. Il y a énormément de narration, fait que j'aimais mieux ça comme ça. Puis j'ai bien d'autres jeux de campagne qui roulent. Fait que je vais te le présenter d'un point de vue solo. Je t'annonce tout de suite que c'est un jeu extrêmement complexe avec beaucoup de règles et beaucoup de choses qui le passent. Je ne t'expliquerai pas tout. L'un des intérêts de jouer à ce jeu-là, pour moi, c'est justement de découvrir les différentes mécaniques intrinsèques, comment elles interagissent entre elles, quelles sont les nouvelles mécaniques qui sont implantées au fur et à mesure qu'on progresse dans la campagne. C'est un jeu, je t'annonce tout de suite, peut-être que si c'est quelque chose que tu vas détester et tu vas faire parfait, j'arrête là. C'est un jeu que tu dois, je pense, accepter de ne pas lire toutes les règles et de comprendre tous les aspects du jeu avant de commencer à y jouer. Tu fais le tutoriel, tu avances, puis au fur et à mesure que tu avances, tu vas apprendre des nouvelles règles, apprendre des nouveaux concepts, apprendre des nouveaux mots-clés, apprendre des nouvelles façons de jouer, etc. Tu peux pas, peut-être que tu peux, mais il y a tellement de choses à l'intérieur de ce jeu-là que je ne pense pas que c'est réaliste de tenter de comprendre tout ce qui se passe avant de commencer à y jouer. Je vais te présenter les règles principales du jeu. Je vais y aller relativement dans le détail pour ces règles-là, mais il y a des règles, entre autres le théâtre mémoriel, que je vais mettre complètement de côté, j'en parlerai même pas. Il y a d'autres règles que je vais survoler. Puis même les règles principales, comme le combat ou l'exploration, je vais y aller avec les grandes lignes, les règles les plus importantes à comprendre, savoir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou non. La compagnie Into the Unknown a déjà annoncé un nouveau Kickstarter qui s'en vient dans le mois de janvier. C'est pour ça que je t'en parle. Ça va être la suite spirituelle de ce jeu-là, qui va être entièrement compatible avec ce jeu-là. Et pas mal tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une réimpression de ce jeu-là également pendant la deuxième campagne. Fait que ça va te permettre d'avoir une idée, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou non, parce que ça va être une somme d'argent astronomique. La première campagne, le matériel était environ, la boîte que je viens de te montrer se vendait environ 120$ US, ce qui n'est pas si pire que ça, mais les prix, la première campagne c'est en 2019, il s'est passé quelque chose entre-temps, fait que les prix vont avoir explosé, fait que ça va être beaucoup d'argent. Peut-être que tu vas vouloir regarder ça pour savoir si c'est un jeu qui va t'intéresser
ou non. C'est déjà annoncé que la prochaine campagne est complètement rétro-compatible avec ce jeu-là, fait que les deux jeux vont pouvoir se mélanger, fait que ça va être sensiblement le même système de règles. Sur ce, je t'explique pas vraiment comment on l'installe, je vais plutôt t'expliquer les différentes phases de jeu, t'expliquer comment la campagne fonctionne. C'est pas un jeu que tu peux jouer juste une partie, c'est un jeu que tu es obligé de faire la campagne. Puis je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Donc, comme on est dans un gros jeu de campagne, on va commencer par présenter certaines bases. Je te précise, je te l'ai dit, je te le redis, je ne présenterai pas toutes les règles une à une. Dans ce jeu-là, l'un des intérêts, c'est d'apprendre justement de nouvelles mécaniques, de nouvelles règles, de nouveaux concepts au fur et à mesure qu'on avance. Mais on va quand même présenter une base assez large pour que tu puisses savoir si c'est quelque chose que ça te tente de chercher sur le marché secondaire ou de participer à leur prochaine campagne Kickstarter. Fait en premier, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a un livret Learn to Play qui va te permettre d'apprendre les concepts de base du jeu en commençant directement avec une bataille, puis en faisant la phase de voyage par la suite. Chaque campagne est divisée en cycles. Chaque cycle vient avec un gros livre comme ça de campagne. On voit ici The Through to the Labyrinth, c'est le cycle 1. Dans le cycle 1, il va y avoir énormément de textes narratifs. C'est la même chose pour le cycle 2, c'est la même chose pour le cycle 3. Et on va avoir des chapitres à l'intérieur du cycle qui vont nous dire tous les types d'aventures qu'on peut avoir, les types de batailles qu'on peut avoir. Fait qu'on va régulièrement aller chercher là. Puis on a le Adventure Hubs qui est juste en dessous sur lequel je vais revenir dans la phase d'aventure. Fait que ça, évidemment, c'est quelque chose que tu vas avoir besoin précieusement. Je t'ai sorti certaines feuilles que je n'utilise plus, mais que j'ai utilisées dans certaines de mes campagnes. Fait que ta fiche de campagne, les éléments importants que tu vas avoir... Tu vas avoir d'abord une feuille de campagne qui va ressembler à ça ici, sur lequel tu vas pouvoir noter où tu es rendu dans tes différentes histoires. Il y a différents concepts comme la coque et ton équipage qui sont des concepts super importants que tu vas avoir à mesurer sur ta fiche. La coque du vaisseau sur lequel on est embarqué, donc l'argot. On va avoir d'autres éléments ici, fait que les connaissances que tu as de ton vaisseau mystérieux sur lequel tu vas prendre l'information. Est-ce qu'il y a des étrangers sur ton bateau? Et le destin de l'argot, plus ce chiffre-là est haut, plus c'est négatif. Des endroits pour prendre les titans spécifiques que tu vas avoir, pour pister les différentes aventures que tu as commencées, tes pistes diplomatiques avec les différentes factions qui sont indiquées, que tu vas rencontrer. Tu as dans ton cargo différents matériaux que tu vas pouvoir mesurer ici, avec des matériaux plus rares que tu vas aller écrire toi-même qu'est-ce que c'est ces matériaux-là. Tu vas avoir la piste d'évolution des différents primordiaux que tu vas battre, ainsi que les deux autres primordiaux uniques à ta campagne, les formes de dieu que tu vas avoir, les différentes incantations que tu vas avoir trouvées. Fait que tu as une petite fiche comme ça, importante à garder à jour. Il va y avoir la piste de ligne du temps sur laquelle je vais revenir plus en détail, mais je vais attirer ton attention sur cette partie-là. C'est un jeu que tu as une matrice de choix. Donc, c'est le genre de jeu où tu vas avoir à cocher différentes cases au fur et à mesure qu'on te le dit. Et parfois, dans des situations d'aventure, on va dire, est-ce que tu as coché la case C2? C'est le cas, donc on va lire tel paragraphe plutôt que tel paragraphe. Fait que c'est quelque chose qui est évolutif. Cette feuille-là, on va revenir dans la phase de voyage, elle est quand même importante. Tu as également une feuille qui va t'aider à garder mémoire de tout ce que tu as fait dans tes différentes campagnes, pas seulement dans la campagne 1, le cycle 1, mais dans les différents cycles. Et chaque joueur va avoir une fiche de personnage avec son titan individuel. Et on est obligé toujours d'avoir 4 titans en jeu, si c'est possible. Donc on va avoir nos valeurs de Triskelion, on va avoir des habiletés, certaines caractéristiques que le joueur va développer, des fragments mémoriels que chaque joueur va avoir aussi à faire avancer, des notes qu'on peut prendre, et le titan en tant que tel, le joueur en tant que tel, dis-je, l'argonaute, qu'on va avoir en contrôle. Fait que comme tu peux le constater, déjà en partant, j'ai beaucoup de feuilles, juste pour mesurer, parce qu'ici, tu vois, j'ai 2 feuilles comme ça, juste pour mes titans. J'ai ma feuille à travers les cycles, ma feuille de cycle actuelle, qui est différente d'un cycle à l'autre, soit dit en passant, et la feuille de ligne temporelle, qui est différente aussi d'un cycle à l'autre, soit dit en passant. Fait que là, on va rentrer dans le détail, plus toutes les autres. On va t'expliquer tout de suite comment ça fonctionne, un round de campagne. Avant de faire ça, je vais tout de suite te préciser comment on fait pour gagner ou perdre la campagne Day on Trespass. Ça va dépendre de différentes valeurs. Pour la gagner, il faut atteindre un point dans l'histoire où on te dit clairement dans un paragraphe, bravo, félicitations, tu as gagné la campagne. Pour la perdre, il y a différentes façons. De façon générale, ça va avoir lieu avec l'état de ton bateau. Fait que si ton équipage, ta coque, ou le destin de ton bateau est trop haut, si ton équipage, ta coque tombe à 0, tu vois qu'on a un passage à aller lire dans le livre d'histoire. Si le destin est trop haut, on a également un passage à aller lire qui vont mener à des défaites.
Si on commence un combat contre un primordial et on n'a plus de titans dans notre bateau, on a un endroit ici où on va avoir le nombre de titans qu'on a présentement dans le bateau. Si on commence un combat avec un nombre de titans qui est égal à 0, on va également perdre la campagne. Il y a d'autres façons de perdre la campagne qui vont être narratifs. Si la piste de malédiction, la Doom Card, se remplit trop rapidement, il y a une carte sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Si elle se remplit trop rapidement, les forces du mal vont progresser plus vite que nous-mêmes et ça peut nous faire perdre la campagne également. Maintenant, dans les aventures qu'on va avoir, chaque joueur va contrôler un Argonaute. L'Argonaute va contrôler, par le biais d'une technologie que je te laisse découvrir, divers titans. Les titans sont représentés par des figurines comme ça ici et vont être représentés par une fiche comme ça ici. Les Argonautes, eux, vont être représentés par une petite carte comme ça. Quand il va y avoir des combats qui vont se déclencher, c'est les caractéristiques de notre titan avec son équipement qu'on va avoir débloqué au fur et à mesure que l'aventure avance. On peut avoir des armes, des armures, des accessoires. C'est donc avec ces titans-là, pilotés par les Argonautes, qu'on va pouvoir se lancer dans des grands combats. Il y a certains concepts importants. Il y a le concept du Triskelion qui est juste ici, où on a 3 caractéristiques importantes, le danger, le destin et la rage de notre Argonaute. Plus la rage est haute, plus on va pouvoir utiliser des habiletés sur notre tableau de Kratos qui est juste ici, donc notre degré de colère, de haine envers les ennemis qu'on va affronter. Fait qu'on voit ici qu'on a une espèce de petite carte Kratos qui va nous donner accès à différentes habiletés. Plus la rage est haute, plus on peut utiliser des habiletés sur cette carte-là. Par contre, si la rage est trop haute, notre titan va mourir. Le destin va être une ressource qu'on va dépenser, qu'on va utiliser, puis qu'on va faire monter à chaque fois qu'on l'utilise, pour utiliser différentes caractéristiques. Quand on va dans le fond cette icône-là, par exemple, sur celle-là ici, on voit que j'ai le même icône sur ma carte, ça me permet d'utiliser une habileté particulière. Même principe, plus c'est haut, mieux c'est pour moi. Par contre, s'il est trop haut, je risque encore une fois la défaite. Et on a notre niveau de danger qui est le remplacement des points de vie à l'intérieur de ce jeu-là. Toujours le même principe. S'il est plus haut, je vais pouvoir utiliser plus d'habiletés, des caractéristiques de mes objets, de mes pouvoirs, etc. Par contre, s'il est trop haut, on risque encore une fois la mort. La plupart des titans, des Argonautes vont également avoir des cartes qui représentent des fragments de souvenirs qu'ils vont essayer de débloquer, de faire progresser. On va y revenir davantage dans la phase de voyage, dans la phase d'histoire. On va aller voir un petit peu ces cartes-là, comment elles fonctionnent quand même. Sur notre fiche, on a également des fois des caractéristiques spéciales, une vitesse de mouvement, de combat. Ça, je vais revenir quand on va parler du combat. Et on a une petite carte de trauma qu'on voit qui peut changer. La carte de trauma indique à quelle fréquence on va piger des cartes de blessure dans les combats, quel type de carte va piger, puis à partir de quel moment on risque de mourir quand on pige une de ces cartes-là. C'est important de préciser qu'il va toujours avoir, si possible, 4 titans sur le champ de bataille. Fait que tant qu'on est capable de fournir 4 titans, il va en avoir 4 sur le plateau. Fait que si on le joue solo, par exemple, il va falloir contrôler 4 fiches comme celle-là, 4 Triskelion, 4 séries de cartes, 4 séries d'équipements, etc. Si on est à 2, à 3, on va pouvoir se les séparer. Maintenant, concrètement, si on rentre dans les règles, un tour de jeu ou une phase de jeu dans Aeon Trespass est composé de 9 étapes ou sous-étapes, parmi lesquelles il peut y avoir par exemple un combat au complet. Fait que chaque étape va être de 30 secondes à 1h30, selon ce que tu es en train de faire. Mais d'abord et avant tout, c'est un jeu d'exploration. On va être dans un système qui va rappeler des jeux comme le 7e continent, où on va avoir des cartes. Ça va être ta carte de départ pour la première campagne. On va être dans une ville, on va se promener sur un navire qui est l'Argos, comme ça ici, et avec ce navire-là, on va explorer le monde, tentant d'en apprendre et tentant de faire progresser notre aventure. Notre progression, elle, va être principalement mesurée à l'aide de ces 2 cartes-là. Tu as 2 cartes qui vont représenter comment les forces du bien et les forces du mal vont progresser. Des éléments de jeu sur lesquels on va revenir dans quelques instants vont te permettre d'ajouter des pions de progrès sur la carte positive ou d'ajouter des marqueurs de fatalité sur la carte qui est plus négative. Je ne rentrerai pas dans la lecture de ces cartes-là pour te laisser la surprise de l'histoire si tu y joues. Mais chaque carte doit indiquer quand on est rendu à une valeur X, si on est rendu à 5, à 6 ou à 7 par exemple, ben on va tourner la carte de l'autre côté, on va avoir quelque chose à lire, quelque chose qui va se passer, puis ensuite cette carte-là va être remplacée par l'autre dans la suite. On va la remarquer, c'est la carte 1 par exemple, quand on va la terminer, on va aller à 1B, quand 1B va être terminé, on va aller à 2A, ensuite 2B, 3A, 3B, puis on va continuer comme ça. Fait que c'est ces 2 cartes-là principalement qui vont me permettre de savoir je suis en train de perdre ou je suis en train de gagner.
Donc, la première chose qu'on fait en tant que tel dans un tour de jeu, c'est qu'on va avoir déplacé notre navire et indiqué qu'on a progressé sur notre ligne du temps. Déplacer son navire, on voit qu'on est dans un système, comme je le disais, comme le 7e continent, de ce type de jeu-là. Donc, on va avoir des chiffres qui indiquent quelle carte on va avoir révélée selon la direction qu'on décide de prendre. Si, par exemple, je décide d'aller vers le nord, mais j'aurais aller chercher la carte 22 qui représente ça juste ici. Et là, je vais aller la placer juste au-dessus pour continuer la carte. On ne remettra jamais cette carte-là face cachée, fait que préparez-vous une deuxième table ou une autre zone de jeu où on peut avoir toute la phase d'exploration comme ça ici, la phase de voyage. Et on va aller placer notre figurine. Sur la nouvelle phase, là, il y a un paquet d'icônes sur lesquels je vais revenir, évidemment. Mais tout de suite après avoir fait notre déplacement, c'est important sur notre ligne du temps. Disons que moi, je suis rendu dans l'exemple qu'on voit ici à la 23e journée. Mais sur la ligne du temps, je vais avoir les cochers la 24e journée, indiquant que je commence maintenant ma 24e journée. Si après la 80e journée, on n'a pas encore réussi à gagner la campagne, on va automatiquement la perdre, faute de temps également. Fait qu'on a une pression par le temps. J'explique le premier symbole. On voit que certaines cartes ont un petit symbole de temple comme ça. Ça indique que ce sont des villes. Au moment où je fais mon déplacement, je marque ma nouvelle destination, que je marque ma nouvelle case sur la ligne du temps. J'aurai à placer un marqueur de la dernière ville que j'ai visitée. Si j'ai quitté une case de ville, il y a certaines habiletés que je ne pourrais pas réutiliser sur cette ville-là tant que je n'aurai pas trouvé une ville différente. Ensuite, après avoir fait la phase de déplacement, l'avoir noté, avoir marqué si j'ai quitté une ville, on va arriver dans la phase d'exploration. La phase d'exploration a 2 étapes. Premièrement, on va aller vérifier si j'ai atteint certains symboles. Les symboles principaux qu'on va regarder, c'est justement les symboles qu'on voit sur ces 2 cartes-là. On a le symbole de fatalité, qui est cette tête de mort-là dans un triangle, et on a le symbole de progrès, qui est ce petit symbole-là juste ici. Si j'ai atteint une case avec un symbole de fatalité ou de progrès, sur les cartes desquelles j'ai déjà parlé, j'aurai à aller placer le jeton correspondant. Dans mon cas, j'ai trouvé un jeton de progrès. Je vais donc aller le placer juste ici sur ma carte de progrès. Je souligne que c'est évidemment un jeu qui te donne énormément d'options. Tu vas rapidement avoir dans la campagne cette carte de progrès-ci qui va t'être donnée, qui est la part d'histoire que tu peux consacrer pour tenter d'en apprendre plus sur l'étrange vaisseau sur lequel on se trouve, l'Argos. À chaque fois qu'on gagne un jeton de progrès, comme ça a été le cas dans l'exemple que je viens de donner, au lieu de le mettre sur ma carte principale, je peux le mettre sur la carte de l'Argos, directement comme ça ici. À chaque fois qu'il y a 2 jetons de progrès sur cette carte-là, ma connaissance de l'Argos va augmenter. Je vais donc aller rajouter un 1 à la valeur de Argo Knowledge juste ici. On voit que sur cette feuille-là, il est à 10, je le montrerai donc à 11. Et plus tard, dans la phase d'histoire, j'aurai à aller lire une partie de l'histoire de l'Argo que je découvre en explorant davantage les tréfonds du navire gigantesque sur lequel nous nous trouvons. Mais ça, c'est optionnel. Je peux ne pas y toucher du tout si je veux, puis toujours me consacrer juste sur l'histoire principale. À noter que chaque feuille de progression de l'Argo est unique au cycle, donc il y a 20 histoires qu'on peut développer, qu'on peut trouver sur l'Argo. Si on en trouve, disons, seulement 12, les 8 autres seront perdus, parce que quand je vais arriver dans le cycle 2, j'aurai une nouvelle feuille d'Argo, ça ne sera pas les mêmes histoires. Un autre symbole qu'on pourrait trouver au fur et à mesure qu'on se déplace sur les tuiles, qu'on va résoudre dans la phase d'exploration, c'est le symbole de Titan, qui est juste comme ça ici. On va se développer différentes technologies qui nous permettent d'aller chercher de nouveaux titans qu'on va rajouter dans notre vaisseau. Je rappelle qu'on a un endroit sur notre feuille d'Argo où on va aller noter le nombre de titans qu'on a disponible. Chaque joueur a besoin d'un titan pour participer au combat et les titans vont mourir avec une fréquence alarmante. Donc on va chercher ces symboles-là pour pouvoir se faire de nouveaux titans qu'on va mettre à l'intérieur de notre vaisseau. Ça, on va résoudre ces icônes-là quand on les trouve, en même temps qu'on va résoudre les icônes de progrès et les icônes de fatalité. Toujours dans la phase d'exploration, une fois qu'on s'est déplacé, une fois qu'on a allé chercher des pions progrès ou des pions fatalité ou des titans selon le cas, on va aller faire notre jet, notre pige plutôt d'exploration. On a un deck de cartes d'exploration qui est la mise en place de la campagne va nous dire exactement quelles cartes on a besoin d'aller mettre dedans. Certaines de ces cartes-là, on va en rajouter, on va en ajouter au fur et à mesure que la campagne avance. Et à chaque fois qu'on bouge d'une carte, on va aller faire donc une exploration après avoir fait nos icônes. Quand on fait une exploration, on va révéler la première carte du deck. On va aller voir si c'est une carte qui met fin à la pige, si c'est une carte qui continue la pige. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a un X, c'est donc une carte qui met fin à la pige. Et je vais me faire une première pile.
Puis ensuite, on va le faire une deuxième fois. Mettons que je me fais un exemple un petit peu plus concret. Disons que la deuxième carte que j'ai révélée, c'est celle-ci. On voit qu'elle me dit « Continue la pige ». C'est à ça que Sticone le sert. Fait que je vais donc la placer ici. Puis je vais continuer jusqu'à temps que j'ai une carte qui met fin à la pige. Quand c'est fait, je vais avoir 2 piles de cartes. Je vais résoudre toutes les cartes que je vais avoir pigées. La grande majorité des cartes vont me donner des ressources. Par exemple, on voit qu'ici, j'ai trouvé des monuments, des trirèmes. Ces cartes-là, si j'ai pas d'indication dans le bas de la carte, je les retourne tout simplement dans le deck. D'autres cartes vont me donner des trucs particuliers selon ma relation diplomatique avec la faction où je me trouve. On voit ici, je trouve un vaisseau labyrinthien. Donc, est-ce que je suis allié? Est-ce que je suis amical, neutre, inamical? Est-ce que c'est des gens qui veulent me tuer? Je suis en guerre avec eux autres. Fait que je vais avoir un effet particulier. Et on me dit, cette carte-là, on va la défausser. On la mettra pas, on la rebrassera pas dans le deck. On voit que j'en avais déjà quelques-unes qui étaient défaussées. On la rebrassera pas dans le deck. Elle va venir dans le deck plus tard. Comment je fais pour savoir c'est quoi ma relation diplomatique quand j'ai une carte comme ça qui sort? Je vais aller regarder sur quelle faction je me trouve présentement. C'est à ça qui sort l'icône en bas à droite. Et on va avoir nos 3 icônes de faction juste ici. Fait que j'ai les Minoans, les Labyrinthians, les Hornsworn. Et je peux aller regarder dans le fond. On voit que moi, dans mon cas, par exemple, les Labyrinthiens, je suis présentement unfriendly avec eux autres. Donc, j'aurai à résoudre l'aspect unfriendly. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans ce deck de cartes-là? On peut avoir cette icône-là qui indique que l'ennemi nous poursuivant progresse d'une case vers nous. On le fait tout simplement. Puis quand je dis l'ennemi nous poursuivant, tu comprendras quand ça va arriver dans la campagne. Il y a quelqu'un qui va te courir un moment donné après. Et c'est cette icône-là qui va déterminer qu'il progresse vers toi ou non. Puis il y a même des fois que il va progresser de 2. Je pensais que j'avais une carte qui progressait de 2. Il y a des fois qu'il va pouvoir progresser de 2. Puis on se rappelle qu'on fait 2 révèles de pige. Fait que ça se peut que je pige 2 cartes comme ça ici dans mes 2 révèles de pige. Dans mes 2 piles que je vais faire. Donc ça se peut qu'il progresse de plus qu'une case vers moi. Si jamais il se retrouve sur ma case, ça va faire un combat dans la phase de rencontre. Là, on est juste dans la phase d'exploration. Mais si jamais c'était ce mystérieux ennemi se ramasse sur la même case que nous, on va donc avoir à faire un combat dans la phase de rencontre. À certains moments, à la fin de la phase de recherche, j'aurai à épurer ce deck-là pour enlever les cartes qui sont mauvaises, qui ne donnent pas beaucoup de ressources, puis les remplacer par des meilleures cartes. Ça va être déterminé par la ligne du temps où je me trouve. Fait que par exemple, je vais avoir juste ici, on voit qu'au jour 30, on va me dire, pendant la phase de recherche, enlève les cartes 3, 7, 9, ainsi de suite, puis remplace-les par les cartes 15, 10, 17, 18 et 27. Ces cartes-là, les numéros de cartes, tu vas les retrouver dans le fond, juste ici en bas à gauche. Fait qu'ici, par exemple, ça c'est la carte 111, on a la carte 93, ainsi de suite. Fait qu'il va me dire d'aller remplacer certaines de ces cartes-là par d'autres cartes. Quand tu as fini de faire ça, là, ta phase de recherche est terminée. Je termine les explications de la phase de recherche en précisant que toutes les cartes qui sont révélées sont considérées comme étant explorées et tous les événements positifs ne se passent que sur des cartes qui ont été inexplorées. C'est-à-dire que si plus tard dans la partie, je suis revenu sur cette case-là et je retourne sur cette case-ci, comme elle était déjà explorée, je ne gagnerai pas le pion de progrès supplémentaire. Par contre, les effets négatifs, comme par exemple les pions de fatalité, eux, on va les gagner à chaque fois qu'on passe sur la case. Fait que si, comme dans l'exemple que je viens de faire, tout de suite après avoir quitté la ville de Knossos, je décide d'y revenir, je vais gagner un autre point de fatalité. Alors que quand je repasserai sur cette carte-là, je ne regagnerai pas un autre pion de progrès. Et juste à titre d'exemple, je ne te montre que quelques cartes parce que je suis dans un tutoriel du jeu, mais ça, c'est tes cartes du cycle 1. Fait que c'est toutes ces cartes-là que tu vas avoir explorées, chacune étant un lieu différent. C'est toutes ces cartes-là que tu vas avoir explorées si tu veux faire l'entièreté de l'île sur laquelle on se trouve. On est sur l'île de Crète en passant dans le premier cycle. Fait que ça va faire l'entièreté de l'île. Donc, il y a beaucoup de cartes à explorer. L'autre icône que tu vas chercher en explorant, c'est l'icône qui est associée à la 4e phase de jeu, la phase d'expédition. Si par exemple, dans ma première phase de jeu, mon mouvement, au lieu de m'en aller vers le nord, j'avais décidé d'aller à l'ouest, donc j'aurais révélé la carte 26, qui est cette carte-ci ici. J'aurais fait les autres mêmes étapes, c'est-à-dire que sur ma ligne du temps, j'aurais été coché une nouvelle case indiquant que j'ai progressé. Ensuite, j'aurais déplacé mon vaisseau. Je n'aurais pas gagné de pion de progrès ou de pion de fatalité parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus l'icône du titan. Par contre, il y a ce petit icône juste ici qui indique que une fois que j'aurai fait ma phase d'exploration, donc après avoir pigé mes cartes de ce deck-là, après avoir potentiellement fait une purification de ce deck-là, d'avoir enlevé quelques cartes et de les avoir remplacées, je vais avoir à faire une phase d'expédition. Ça, c'est une grosse partie importante du jeu. C'est avec les phases d'expédition qu'on va trouver les informations dont on a besoin et qu'on va faire progresser l'histoire. On a donc besoin de trouver ces cases-là régulièrement.
Quand j'ai une phase expédition, ben c'est là qu'on va aller dans notre livre de campagne, notre livre d'aventure qui ressemble à ceci, et on va aller à l'index en début de campagne, en début de livre, dis-je, et on va avoir besoin de ça ici, les Adventure Hubs. Les aventures sont pas liées à une tuile spécifique ou à une case spécifique dans Aeon Trespass, fait qu'on va les faire plutôt de façon semi-aléatoire. La façon que ça fonctionne, c'est que pour savoir quelle aventure je vais faire en arrivant sur cette case-là, je vais commencer par regarder sur ma carte d'histoire, je suis rendu à quelle carte? Je suis rendu à la carte 1A. Dans ce tableau-là, ben, on voit que moi, je suis à la carte d'histoire 1. Il y a une carte d'histoire 2, une carte d'histoire 3 et une carte d'histoire 4. Comme je suis à la carte d'histoire 1, je vais prendre un dé à 10 faces. C'est le dé principal qui est dans le jeu. Je vais le lancer, j'ai obtenu 4. Je vais donc commencer l'aventure qui est entre 4 et 6, le Plight of the People. Quand je commence cette aventure-là, ben, je vais aller sur ma petite fiche d'histoire comme ça ici, puis je vais voir je suis rendu où dans cette aventure-là. Moi, on voit que Plight of the People, sur cette feuille-là, elle est complètement terminée. On la voit juste ici. Si j'avais roulé un 1, par exemple, ben, Fated Conundrum, on voit que lui, il est commencé. J'ai coché certaines cases. Si j'avais roulé un 10, j'aurais été à Man of Purpose, qui est juste ici. On voit que Man of Purpose n'est pas commencé. Disons que j'ai roulé un 10, Man of Purpose. Je vais donc aller faire l'aventure Alpha, la première aventure, de la série d'aventures Man of Purpose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la première aventure? Ben, je vais aller, on va voir qu'ici, tout le livre est divisé en différents chapitres qui ont rapport avec les différentes histoires. Ici, on a la série d'histoires Fated Conundrum qui compte, Hidden in Plain Sight, Plight of the People, et éventuellement, je vais trouver, attendez un peu que j'y arrive, Man of Purpose. Dans Man of Purpose, il y a une série d'aventures que je peux faire. Comme c'est la première fois que j'en fais une, je vais toujours faire l'aventure Comes the Savior. Et sur cette feuille-là, je vais la cocher. La prochaine fois que je trouverai une case aventure et que le résultat de dé va me donner Man of Purpose, je vais voir que mon aventure alpha de Man of Purpose est déjà cochée. Je vais donc faire une aventure aléatoire dans cette série d'aventures-là. Je vais lancer un des 10. Puis je vais faire l'aventure que je vais avoir obtenue. Je vais également pouvoir cocher ces aventures-là parce qu'on ne fera pas la même 2 fois. Puis je vais les faire comme ça jusqu'à temps que j'en ai fait, si je ne me trompe pas, Man of Purpose, c'est l'aventure de base, plus 3 aventures aléatoires, et j'arrive éventuellement à la dernière aventure, l'aventure Omega. Fait que je vais toujours avoir une aventure de base, 3 aléatoires, et une finale. Je précise que des événements de jeu vont donner à chaque argonaute des cartes mémorielles, des cartes qui ressemblent à ceci. Ces cartes-là sont des histoires que l'argonaute va pouvoir développer pour apprendre davantage son passé. Chaque argonaute se réveille sans avoir de souvenirs, en n'ayant aucune idée de ce qui est là, va se faire donner par différents effets de jeu ces cartes-là, puis en avoir 2 maximum. Et il va tenter de les faire progresser. Chaque carte de mémoire est associée à certains mots-clés. Et pour faire progresser ces cartes histoires-là, ben, quand on fait des aventures dans la phase d'expédition, on va aller voir, par exemple, si on commence l'aventure Comes the Savior, on voit que c'est une aventure de type crime. Est-ce que j'ai le mot crime sur l'une de mes cartes? Mais dans Imprisonment, on voit que j'ai le mot-clé crime. Si je l'avais sur les 2 cartes, je devrais choisir laquelle des 2. Je peux donc aller faire une case supplémentaire sur ma carte Imprisonment. On voit qu'elle a déjà progressé pas mal. Puis je pourrais faire une case supplémentaire pour faire progresser l'histoire. À chaque fois qu'on atteint ces espèces de triangles-là qu'on voit juste ici, comme ça ici, on voit qu'il y a un triangle ici, il y en a un autre comme ça ici, on le voit mieux un petit peu juste ici. À chaque fois qu'on atteint les triangles, donc une fois qu'on a fait 3 histoires, 4 histoires et ensuite 3 histoires, on va aller débloquer un bout d'histoire personnelle pour notre personnage. Cela étant dit, comment ça fonctionne quand il y a une aventure qui se déclenche comme ça ici, une fois qu'on sait quelle aventure on va faire, ben on va choisir généralement un leader dans notre équipe. Le leader, on va avoir différentes caractéristiques qui sont données. Notre héros de base va nous donner certaines caractéristiques. Les cartes que je viens de vous montrer, quand on en trouve quelques-unes, nous donnent également des petites caractéristiques. On voit ici que Cunning et Endurance vont monter d'1. Ces caractéristiques-là, grosso modo, ça va être des bonus sur des jets de dés quand j'ai des jets de dés qui ont rapport avec ces caractéristiques-là à faire. Une fois que notre leader est choisi, ben on va aller lire, puis on va suivre les consignes. Fait qu'on a une partie narrative qui va se passer selon l'histoire qu'on est en train de faire. On va nous dire, comme je viens de le dire, choisis ton party leader, ton leader de party, va à l'entrée 001. Fait que dans le chapitre Man of Purpose, je vais aller à l'entrée 001, qui est juste ici. Et là, ensuite, je vais avoir l'histoire narrative qui se passe. Comme on le voit, il y a beaucoup de texte à faire. Et dans les parties qui sont en blanc, je l'éloigne un peu pour qu'on puisse lire. Dans les parties qui sont en blanc, c'est là qu'on va avoir les choix qu'on va faire par rapport à cette narration-là.
Très régulièrement, ça va faire gagner des ressources, perdre des ressources, ça va modifier les relations diplomatiques que je vais avoir avec les différentes factions. Ça va me donner des crochets à aller cocher sur la case de la matrice de choix. Ça va me donner des pions de progrès ou des pions de fatalité qui vont faire progresser l'histoire de façon positive ou négative. Et je vais continuer l'aventure jusqu'à temps que je vois ce mot-clé-là, qui est Return to the Voyage Phase, où là, ça veut dire qu'on a fini la phase d'expédition. Fait que cette partie-là, elle est strictement narrative. Ça se peut qu'elle se termine avec un combat que je vais voir dans la prochaine phase, la phase de rencontre. Ça se peut que ça se termine tout simplement, comme je l'ai dit, en faisant un gain ou une perte de ressources, en trouvant du nouvel équipement, en trouvant des cartes. Il y a des milliers de cartes, peut-être pas des milliers, mais minimalement des centaines de cartes à l'intérieur du jeu. Il y a beaucoup de decks de cartes secrets de tout type. Fait que dans la phase d'aventure, ça peut nous permettre aussi d'aller fouiller dans ces decks de cartes secrets-là et d'aller trouver différentes choses. Il y a des puzzles dans les aventures qu'on peut faire, il y a des codes secrets, il y a un paquet de choses. Le mieux, c'est de le découvrir en jouant. Et tu l'as vu, tout ça, ce sont les différentes aventures que tu peux faire au fur et à mesure que tu avances. Uneasy Read, la série de Uneasy, la série de Tears of a Minotaur, ainsi de suite. Fait qu'il y a énormément de séries d'aventures que tu peux aller explorer à l'intérieur du jeu. Donc, comme je l'ai dit, quand tu as lu le mot-clé « Retour à la phase de voyage », ça veut dire que ta phase d'expédition, elle est terminée. Tu n'oublies pas de prendre en note de faire progresser ça, parce que généralement, tes plus grandes avancées au niveau narratif, ce sont les dernières histoires associées avec chacune des parties d'aventure que tu peux avoir à faire. C'est généralement là que tu vas aller chercher des indices principaux sur des indices importants sur la quête que tu es en train de faire. Fait que t'oublies pas de noter ça là-dessus. Également, parfois, sur les cartes que tu vas explorer, tu vas voir ce petit symbole. Ce petit symbole-là, c'est également un symbole qui te mène à une expédition, mais c'est une expédition qui va être plus légère, narrant la vie de tous les jours des habitants du bateau et qui ne fera pas progresser l'histoire en tant que telle. Il y a donc ici dans le chapitre, on l'a juste dit, les R&R Adventures, c'est comme ça que ça s'appelle. Fait que si jamais c'est cette icône-là que tu tombes, au lieu d'être le petit navire, ben, tu t'en vas à la page 85 du guide que j'ai entre les mains et le principe est le même. Tu vas lancer au hasard pour savoir c'est quoi l'aventure que tu fais. Tu vas aller lire cette petite aventure-là. Comme tu le vois, elles sont beaucoup plus courtes avec des conséquences moins graves et elles n'ont pas de mots-clés qui y sont associés. Ça fait donc pas progresser les fragments mémoriels de chacun des joueurs. Mais ça t'en permet d'en apprendre un petit peu plus sur la vie des habitants de l'Arco. Autre point important sur la phase d'exploration, tu vas voir que selon l'aventure que tu déclenches, tu vas aller modifier le terrain de la prochaine rencontre que tu vas faire qui est gérée par la ligne du temps. Sur la ligne du temps, les rencontres sont identifiées par l'espèce de double croisement d'épée que tu vas voir comme ça ici. Donc, dans mon exemple, comme j'ai pigé The Man of Purpose, je devrais rajouter sur la ligne du temps Abandon Temple. Fait que je peux tout simplement aller l'écrire juste ici, Abandon Temple. Fait que je saurai que quand je serai rendu à ce combat-là, j'aurai à ajouter ce terrain-là à la map. Donc, la cinquième phase en tant que telle, c'est la phase de rencontre. La phase de rencontre, elle peut se déclencher de différentes façons. J'en ai parlé précédemment. Sur la ligne du temps, il y a certaines cases qui sont identifiées à peu près à tous les 6-7 jours. Il y a certaines cases qui sont identifiées avec un X, formé par 2 épées. Quand je suis à une journée qui a un X, fait que par exemple, dans mon cas, le lendemain, quand je serai rendu là, ben après avoir fait ma phase de déplacement, après avoir fait ma phase d'exploration, après avoir fait ma phase d'expédition, s'il y en a une, j'aurai à faire une phase de rencontre parce qu'il y a un X. Dans ce cas-ci, comme je fais cette phase de rencontre-là, en plus, j'aurai à ajouter ça. Mais les phases de rencontre peuvent se déclencher de différentes façons. Ma carte de fatalité peut m'indiquer qu'il y a une rencontre qui se déclenche. Mon livre de quête peut m'indiquer qu'il y a une rencontre qui se déclenche. Si j'ai le monstre duquel je te parlais qui court après notre navire, se rend sur notre case, il y a également une rencontre qui peut se déclencher. S'il y a plusieurs rencontres qui se déclenchent en même temps, je décide dans quel ordre je les fais. Quand je fais une rencontre qui est indiquée par la ligne du temps, je vais toujours avoir à choisir entre les 2 primordiaux principaux du cycle que je suis en train de faire. Il y a 2 primordiaux que je ne contrôlerai pas quand est-ce qu'ils me tombent dessus puis m'attaquent, puis il y en a 2 que je sais que je vais rencontrer de façon régulière. À chaque fois que j'en rencontre un des 2, je vais décider lequel des 2 je rencontre. C'est toujours les joueurs qui vont décider. Et ensuite, on va barrer la case la plus à gauche de ce primordial-là. Par exemple, si la prochaine fois que j'ai un combat comme ça, je décide d'affronter Hécaton, je vais barrer cette case-là.
base-là. Mais si je décide d'affronter Labyrinthos, je vais plutôt barrer cette barre-là. Le chiffre qui est ici en chiffre romain, ça indique le niveau du primordial que je vais affronter. Fait qu'au fur et à mesure qu'on les affronte, ils deviennent de plus en plus forts parce que je sais qu'Hécaton, il me reste une fois à l'affronter au niveau 2, puis forcément, après, il va être rendu niveau 3, puis 2 combats plus tard, il va être rendu niveau 4, puis il va rester niveau 4 jusqu'à la fin du premier cycle. Quand je sais quel ennemi j'affronte, ben, dans le livre de campagne, on a les batailles principales. Fait que la bataille d'Hécaton, la bataille de Labyrinthos, si j'ai de Labyrinthoros, dis-je, si j'ai une embuscade, les batailles de Téménos, les batailles du Perceworth. Fait qu'on voit qu'il y a différentes batailles qui peuvent se déclencher. Dans mon cas, la bataille du tutoriel, c'est celle-là que je vais vous montrer un petit peu. Disons que je vais installer la bataille de Hécaton. On va donc aller à la page 108 dans le livret. Et à la page 108, il va y avoir une mise en place qui va être indiquée quand Hécaton est level 1 à 3, il y a une mise en place différente quand Hécaton est rendu level 4. On va me dire c'est quoi les terrains que je dois utiliser. On va me dire l'introduction narrative de la bataille. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je passe spécifiquement pour le setup? Il y a des choses que je vous ai déjà dit. On va aller cocher la case la plus à gauche. Et il y a les conséquences après la bataille. Ça, évidemment, on va y revenir. Comme tu es peut-être en train de le constater, il y a énormément de matériel qui est mis en place quand il y a un combat qui se déclenche. Fait que tu dois tasser tout ce que tu avais ou avoir 2 surfaces de jeu pour partir un combat contre un primordial. C'est des combats où on affronte un seul ennemi à la fois, qui est représenté par ceci. Des fois, on va avoir des terrains à installer sur le plateau. Il y a des cartes qu'on peut mettre près du plateau pour qu'on se rappelle comment on peut interagir avec chacun des terrains. Parfois, au début d'un combat, on va avoir des technologies qu'on va avoir développées qui sont l'argot qui peut nous aider, tirer sur le primordial, etc., qui sont des bêtes absolument titanesques, plus que titanesques, gargantuesques, taranéesques. Fait qu'on peut avoir des cartes comme ça qui peuvent nous donner certaines habiletés. Si on a des cartes comme ça, on va avoir des jetons d'habileté à aller placer dessus qui ressemblent à ceci. Puis à chaque fois qu'on va utiliser une habileté, on va tout simplement défausser l'un des jetons et c'est rechargé automatiquement au début de chacun des combats. Les joueurs vont chacun avoir un argonaute comme ça. Et c'est super important de dire que les 3 pistes qu'on a, autant la rage que le destin que le danger, peuvent avoir été modifiés par les aventures qu'on a fait. Ça fait plusieurs jours qu'on se promène. Fait que c'est tout à fait possible que je commence ma rage avec une rage à 2, avec un destin à 3 et avec, disons, un danger à 1. Si c'est le cas, on ne réinitialise pas. On commence avec ces valeurs-là. Au début du combat, chaque argonaute peut choisir son titan. Le titan de départ qu'on va avoir sont tous les mêmes qui s'appellent des Dreamwalkers, mais éventuellement on va débloquer de nouveaux titans et on peut tout à fait décider de prendre le contrôle du titan de notre choix. Certains titans vont se personnaliser, s'individualiser, vont avoir des capacités particulières, etc. On peut partir avec une arme, 2 accessoires, une armure pour le combat. Quand on fait notre mise en place du combat, le vilain lui-même va avoir plusieurs decks de cartes. Il va avoir un deck d'intelligence artificielle qui est AI. On va toujours sortir ses cartes de niveau 1 pour commencer. Il va avoir un deck de cartes de partie du corps, body parts, qu'on va brasser, qui va être niveau 1 également. On va mettre de côté ces decks de niveau 2 et 3 pour chacune des catégories. Le monstre va également avoir une carte de routine et une carte signature. Il va également avoir une fiche qu'on voit dans le haut présentement ici, une fiche qui ressemble à ceci. Fait que le monstre, selon le niveau qu'on affronte, va avoir différentes caractéristiques. Moi, par exemple, mon monstre est de niveau 1. Il a donc une difficulté de 7 pour être touché quand je roule. Il a un déplacement de 6 et je dois lui infliger 10 blessures pour remporter le combat. On voit ici c'est quoi son facing, on voit ici c'est quoi sa portée quand il se déplace, plutôt la distance à laquelle il me pousse s'il atterrit sur moi quand il se déplace. Et au fur et à mesure qu'il monte de niveau, il va gagner des habiletés, il va être de plus en plus puissant, ses valeurs vont monter, il va gagner des habiletés passives, et certains effets de jeu peuvent l'amener même jusqu'au niveau 9 où il est à peu près pas tuable. Il est déjà pas très facile au début. Et de chaque côté, on va avoir l'endroit pour mettre sa carte signature, puis l'endroit pour mettre sa carte routine. Fait qu'en début de partie, on va aller le placer comme ça ici de chaque côté pour avoir un accès rapide à sa carte signature et à sa carte routine. On va également avoir de côté les cartes trauma qui sont hyper importantes. Là, on comprendra que pour l'espace, je mets tout sur le plateau. Habituellement, on met ça autour du plateau. Les cartes trauma, c'est les cartes qu'on va piger quand on va se faire taper dessus. Et on va avoir, très important, les différents jetons Kratos. En début de partie, les seuls jetons de Kratos qu'on va avoir, ce sont ces deux-là sur lesquels je reviendrai. On garde ça pas loin. Mais il y en a d'autres types qui vont se rajouter au fur et à mesure que la campagne et les campagnes avance. On peut également avoir des jetons de désespoir qui vont nous avoir été donnés pendant les phases d'aventure. Certains monstres en donnent, comme la roue des Triskelion. Si on a des jetons de désespoir sur notre fiche en début de partie, on fait simplement les mettre sur notre fiche
et on verra qu'est-ce que ça va faire pendant le combat. On les verra pas nécessairement dans ce petit tutoriel-là, mais tu vas quand même garder pas loin toutes tes cartes de conditions, fait que toutes les conditions que tu peux te faire infliger. Si tu subis un knockdown, si tu subis un bleed, si tu deviens frenzy, etc., tu as des cartes qui te rappellent qu'est-ce que ça fait que tu vas pouvoir donner à tes personnages. Les ennemis, des fois, selon les situations, peuvent être modifiés par des traits. Fait que tu vas donner des traits supplémentaires à cet ennemi-là qui vont le rendre encore plus fort et plus difficile à battre. Il y a beaucoup d'autres effets de terrain que tu peux avoir, mis à part des piliers. Il y en a de différentes formes, différents formats, des labyrinthes. Et tu vas avoir également les decks Kratos et les decks Moeros à garder pas loin du plateau, desquels tu vas peut-être avoir besoin de te servir de temps en temps. Garde aussi pas loin, finalement, les cartes Single Wound, Double Wound, que tu vas pouvoir te servir pendant le combat. Maintenant, quelle est la structure du combat? C'est toujours la même chose. Quand il y a un combat, le primordial va toujours jouer en premier en révélant la première carte de son deck AI, en l'appliquant, en déclenchant ses effets. Puis ensuite, les 4 Argonautes, s'il y en a 4, vont pouvoir jouer dans l'ordre de leur choix. Quand les 4 Argonautes vont avoir terminé, le AI, donc le primordial, va jouer une carte supplémentaire de son deck. Puis on va continuer comme ça jusqu'à temps que tous les Argonautes soient éliminés, jusqu'à temps qu'ils se soient sauvés. Le guide d'aventure, dans la mise en place du combat, on va te préciser quelles sont les conditions si tu décides de fuir le combat. C'est généralement pas positif, tu t'en douteras. Ou jusqu'à temps qu'on ait infligé le nombre de blessures qui est demandé. Dans ce cas-ci, la plupart du temps, hécaton, ça va être 10. Donc, comment ça fonctionne quand le primordial s'active? Comme je l'ai déjà dit, on pige sa carte AI et on fait tout simplement suivre les étapes qui sont ici. Fait que première étape, il va prendre une cible, il va choisir son target. Dans ce cas-ci, on me dit par exemple Closest Titan in front in range. Fait que comme sa face est en bas ici, si je suis pas sûr, il y a même une flèche qui le pointe en dessous. Mais comme sa face est de ce côté-ci, puis si jamais, on le précise même dans les livres de règles, des fois les bébites ils ont des drôles de formes, fait que tu peux choisir qu'est-ce qui fait face selon toi, en autant qu'il y a quelque chose qui fasse face. Donc, il y aurait à choisir un de ces deux titans-là. Il y a dans le jeu un concept de target priority. Parfois, les titans vont accumuler de la rage, c'est l'une des caractéristiques. Le target priority, c'est toujours le titan qui a le plus de rage. Fait que si c'était un de ces deux titans-là qui avait ce symbole-là, ce jeton-là sur lui, ça serait lui qui serait la cible. Comme c'est pas le cas, ben là, on pourrait choisir c'est lequel des deux qui l'est, qui va se faire cibler. S'il n'est pas capable de trouver quelqu'un à cause de ça, il va aller prendre le deuxième, fait que Closest Titan in sight. Le sight, ben là, il pourrait aller chercher les titans qui sont derrière lui. Puis s'il n'est pas capable d'en faire aucun des deux, c'est là qu'il va aller faire son mouvement de routine. Sa carte de routine va servir à ça, elle va déterminer qu'est-ce qu'il fait s'il n'est pas capable de se trouver une cible. Dans ce cas, il est tout à fait capable de trouver une cible, disons qu'il m'attaque moi. Ensuite, il va avoir son Move and Attack. Le mouvement, on l'a déjà vu, il est à 6. Lui va bouger en faisant une espèce de zigzag, fait qu'il va s'en aller comme ça pour finir par me faire face puis me taper dessus. Et il va venir m'attaquer. Je précise que des fois l'attaque est modifiée. Si mon destin est à 3 ou plus, il va m'attaquer avec un dé supplémentaire dans ce cas-ci. Et je précise aussi que quand on voit ce petit mouvement d'exclamation-là, ça indique que moi je peux, si j'ai des habiletés qui ont le même mot-clé, des habiletés qui ont le même pouvoir, qui ont ce mot-là, ce petit symbole-là aussi, ça indique que je peux les déclencher à chaque fois que j'ai ce symbole-là, donc interrompant ce qu'il est en train de faire. Disons que je le fais pas, ben, il va donc faire Move, Attaque. Mon destin, dans mon cas à moi ici, on voit qu'il est à 3. Donc, il va m'attaquer avec un dé supplémentaire. Fait qu'il se déplace, il se ramasse ici. Il m'attaque. Sa valeur d'attaque, c'est 4D. Chaque 6 et plus, je réussis à bloquer un dégât. Le concept de ce jeu-là est toujours que il réussit à me toucher de base. Moi, je dois réussir à me défendre. Quand on fait un jet, on va toujours aller prendre un dé blanc et tous les autres dés seront noirs. Ça, c'est mon dé de critique. Si lui, je roule un 1, je vais avoir un critical miss. Si je roule un 10, je vais avoir un critical hit. Fait que celui-là, il est important à garder à part les autres. Les 10, les 1 sont toujours des succès ou des échecs. Sinon, ça peut être modifié par différentes caractéristiques que ça. Disons que j'ai ça ici, j'ai donc 2 succès. Fait que je bloque 2 de ces 4 dés. Fait qu'il y a donc 2 hits qui passent. Il me dit chaque hit fait 1 de danger. Fait que je vais aller monter mon danger de 2 parce que j'ai réussi à en bloquer 2 et son attaque se termine. Au moment où je subis l'attaque, je vais subir du trauma. Comment je fais pour savoir comment le trauma fonctionne? Ben, c'est à ça que ça sert. Sur chaque fiche de titan, il y a soit imprimé directement sur la fiche, soit modifié avec une carte comme ça. Il y a une petite piste comme ça de trauma. Ça indique donc que moi, si après avoir subi l'attaque, je suis entre 1 et 3 de danger, je vais aller piger une carte de trauma mineur. Entre 4 et 6, ça va être un trauma majeur. Entre 7 et 9, ça va être un trauma grave. Et à 10 et plus, ça va être une carte
Hubble. Dans mon cas, c'est un trauma mineur. Je m'en vais donc dans le deck de trauma mineur parce que je me suis fait taper dessus. J'avais brassé ce deck-là, je pige la carte et j'applique son effet. Je fais une démonstration de volonté. Je peux défausser 2 jetons de condition que j'avais, ça tombe bien. J'avais un jeton de despair, fait que je peux le défausser. Puis ensuite, je vais perdre du fate. Fait que je vais tout simplement appliquer les différents effets qui sont sur cette carte-là. Et là, il y a un paquet d'effets positifs ou négatifs qu'il peut avoir. Je peux trouver une deuxième force, une deuxième énergie pour me battre, puis taper le monstre, puis etc., etc. Il y a plein d'affaires qui peuvent se faire. C'est évidemment de plus en plus grave. Puis si on est dans les cartes Hubble, en début de campagne, les cartes Hubble, il y a littéralement juste 2 cartes dedans. Fait que si je suis à 10 de trauma ou plus, je vais piger une de ces cartes-là, une qui me dit « je vis », puis une qui me dit « je meurs ». Fait que j'ai une chance sur 2 de mourir à partir du moment que j'ai 9 de danger, puis que je continue à me faire taper dessus avec du danger. Éventuellement, je ne les montrerai pas, mais ces decks-là peuvent se faire modifier. Quand je me fais attaquer, ça fonctionne comme ça. Je peux évidemment avoir des habiletés défensives. Si j'ai des dés rouges de défense, ça va me permettre de lancer des dés de défense quand je me fais attaquer. Dans mon cas, à moi, j'avais subi 2 de danger. Et si je roule ces petits triangles-là, pour chaque triangle que je roule, je bloque un danger complètement. Fait que si j'avais 2 dés rouges de danger, je pourrais bloquer jusqu'à 2 dés rouges de défense, dis-je. Je pourrais bloquer jusqu'à 2 points de danger. Parfois, je vais avoir des habiletés comme celle-ci qui vont me permettre de faire d'avoir des prouesses défensives que je peux faire. Quand j'ai un mot-clé avec une habileté, avec un petit symbole comme ça ici, ça indique que pour utiliser cette habileté-là, je dois dépenser un point de destin. Je vais donc augmenter mon destin à 4 en disant je vais utiliser Reinforce 2. Reinforce 2, qu'est-ce que ça fait? Ça me permet de lancer 2 dés rouges supplémentaires. Fait que dans mon cas, je lance 2 dés rouges supplémentaires et je réussis à bloquer un autre point de danger supplémentaire. Les jets de défense vont fonctionner comme ça. Certains mots-clés vont me dire si tu as réussi un critical evade. Evade, c'est le mot-clé pour éviter les coups des ennemis. Un critical evade, ben, c'est si j'ai réussi à faire une évasion en ayant un critique sur mon jet d'évasion. Donc en ayant un 10 sur le dé blanc, je vais déclencher l'effet du critical evade. Un critical miss, c'est l'inverse. C'est si j'ai roulé un 1 sur le dé blanc. Une fois qu'il a fini les effets de son attaque, ben là, il va appliquer d'autres effets. Là, je ne passerai pas tous les mots-clés du jeu un par un. Il y en a des tonnes, mais dans ce cas-ci, il me ferait un pushback de 3. Pushback de 3, c'est qu'il me pousserait potentiellement dans la colonne qui est là, me faisant très très mal. Et, comme je l'ai déjà dit, les consignes qui sont précédées d'un point d'exclamation encadré d'un losange, ça indique que moi, j'ai une étape d'interruption si je veux la faire. Par exemple, moi, j'ai un objet juste ici qui me dit... comme ça ici, ben, je pourrais dépenser un point de foi et engager cette carte-là, donc la taper en bon langage Magic, pour me bouger d'un espace. On voit qu'il y a le petit point d'exclamation duquel j'ai parlé. Fait qu'une fois qu'il a bougé et attaqué, si je veux éviter son pushback, je pourrais prendre un point de destin, taper cette carte-là, me tasser de son chemin. Comme ça, je ne subirai pas son pushback. Il y a beaucoup d'effets de jeu qui vont faire ça. Mais là, évidemment, je suis en train de dépenser plein de points de destin. On va voir dans quelques instants quelles en sont les conséquences. Par contre, allant d'aller à ça, j'ai moi aussi le droit d'attaquer, évidemment, une fois que lui s'est activé. Mais là, les 4 joueurs, les 4 personnages, plutôt, c'est pas nécessairement 4 joueurs, mais les 4 personnages vont avoir la chance de répliquer. Chaque joueur va avoir sa propre série de caractéristiques également. Dans mon cas, à moi, j'ai un déplacement de base de 5. J'ai un dé rouge de bonus d'attaque. J'ai une habileté spéciale que je peux faire si je bouge minimalement de 3 cases. Je peux faire l'habileté spéciale Rush. J'ai mon tableau de trauma, mon tableau de Kratos sur lequel je vais revenir. Je suis le premier à jouer. Donc, je vais décider de taper sur ce monstre, sur cet hécaton. Je fais mon déplacement de 5, disons que je vais le placer dans son dos, fait qu'un, 2, 3, 4, 5. On est toujours orthogonal et non pas hexagonal. Et je décide de l'attaquer. Je vais l'attaquer avec cette arme-ci que j'ai d'équiper présentement. L'arme va m'indiquer si c'est une arme à une main ou à 2 mains, va m'indiquer le nombre de dés que je lance quand j'attaque. Toujours le même principe, comme c'est 3 dés, ça va être un dé blanc, 2 dés noirs. Et il va m'indiquer chaque succès, le nombre de dés rouges que je lance. Ensuite, il y a des mots-clés sur lesquels je vais revenir. Comme je lance 3 dés, quels sont le chiffre que je vise? Le chiffre que je vise il est indiqué sur la carte du monstre. Il est juste ici. C'est donc un 7 et plus que je vise. Donc chaque 7 sera un succès. Je lance mes dés. J'obtiens donc un triple succès, j'en suis très content. Comme j'obtiens un triple succès, pour chaque succès, je vais lancer un dé rouge pour calculer les dégâts. Fait que je vais avoir un dé rouge à lancer, 2 dés rouges à lancer, 3 dés rouges à lancer.
plus le dé rouge de base qu'on voit sur ma fiche, qui est juste ici, que je lance à chaque fois que je réussis une attaque. J'ai donc 4 dés rouges à lancer pour atteindre ce monstre. Je précise que certaines armes, ces caractéristiques-là vont changer beaucoup. Certaines armes vont avoir plus 1, plus 2, plus 3, qui vont modifier la valeur de mes dés. Le 10 doit être naturel pour que ça soit un critique. Certaines armes vont lancer plus qu'un dé ou des dés de différentes couleurs. Il y a également des dés noirs et des dés blancs. Fait qu'ils vont lancer des dés de différentes couleurs selon le nombre de succès que j'ai. Donc, une fois que j'ai fait ça, avant de calculer si j'ai réussi à faire des dégâts, il faut savoir où est-ce que j'attaque. Pour savoir où j'attaque, je vais piger la première carte de son deck de partie du corps. La carte de ce deck-là, elle va indiquer différentes choses. Elle va indiquer les ressources que je gagne si je réussis à taper cette carte-là. Elle va indiquer combien de succès j'ai de besoin pour réussir à y infliger un dégât. Puis elle va indiquer si j'ai une conséquence négative. Dans ce cas-ci, si j'ai réussi à infliger une blessure, j'ai une conséquence négative. Si je faisais une critique, voici ce qui se passerait à la place si j'avais réussi à rouler un 10 sur ce dé-là et à infliger un dégât, ça ferait un critique, fait que j'appliquerais ça. Puis quand on fait un critique, on ignore toutes les autres conséquences de la carte. Dans mon cas, je dois avoir 3 succès. C'était pas un succès négatif. C'était pas un critique. Les succès, c'est les espèces de petits crochets comme ça. Fait que je vais lancer. J'ai 2 succès. Malheureusement, je ne l'ai pas. Si j'avais des jetons dans le bassin de Kratos Token, je pourrais les utiliser. On va bâtir une réserve de jetons et chaque jeton de break, comme ça ici, qui est disponible, me permet de transformer l'un des petits triangles en succès. Fait que si j'avais eu un jeton qui était disponible, je pourrais dire je transforme ce triangle en succès et j'ai réussi à atteindre les 3 succès demandés. J'ai réussi donc à lui infliger une blessure, ce qui veut dire qu'il me fait un pushback de 1, il me pousse donc de 1, il me donne 1 de danger, puis ensuite il me fait un knockback de 5. Un knockback de 5 qui va donc avancer de 5 cases vers moi, puis il va me courir après de 5 autres cases. Comme j'ai dit, les mots-clés, ça je vais vous laisser les découvrir en jouant. Fait que les blessures vont fonctionner comme ça. Dans mon cas, j'ai réussi à y infliger une blessure, on va la garder de côté. Si on rate, on ne réussit pas à infliger la blessure parce qu'on n'atteint pas le chiffre qui est là, on fait juste défausser la carte. Si on réussit, on la garde, mais le monstre devient plus fort. Qu'est-ce qu'on veut dire par le monstre devient plus fort? Comme j'ai réussi à détruire une partie du corps de niveau 1, je vais aller prendre au hasard une partie du corps de niveau 2. Je vais aller la brasser dans le deck de niveau 1. Au hasard, on va remettre ça là. Et comme j'ai détruit une partie du corps de niveau 1, je vais aller prendre la première carte d'intelligence artificielle de niveau 1 que je vais enlever. Je vais prendre une carte d'intelligence artificielle de niveau 2 et je vais aller brasser dans ce qui reste de son deck. Fait qu'il y a une des cartes qui devient plus méchante. Si j'ai plus tard dans la partie, j'ai réussi à l'attaquer et je tombe sur une partie du corps de niveau 2 puis j'ai réussi à détruire la partie du corps de niveau 2, le principe est le même. Je garde cette carte-là en tête de côté parce que c'est une blessure. Je vais prendre donc une carte d'un niveau supérieur que je vais aller brasser dans le deck. Fait qu'il va toujours avoir 6 cartes de partie du corps dans le deck, il va toujours avoir 6 cartes d'intelligence artificielle. Si je détruis une partie du corps de niveau 2, ben la carte que je vais enlever, il va falloir que ce soit une carte de niveau 2. Fait que je vais aller chercher la première carte de niveau 2 que je trouve. Je vais la remplacer par une carte de niveau 3. Je vais rebrasser le paquet. S'il n'y a plus de carte de niveau 2 dans ce deck-là, je vais aller voir dans défausse, puis je vais rebrasser la défausse dans le deck, tout simplement. Les cartes de niveau 3 vont toujours rester dans le deck, sauf si on leur fait un critique. Fait que les cartes de niveau 3, on va la remettre à l'intérieur. Si on détruit une carte de niveau 3, on va la laisser là. Mais on va rentrer une carte, on va détruire une carte du niveau le plus bas possible qu'on trouve, puis on va la remplacer par une carte d'un niveau supérieur. Même chose pour le deck d'intelligence artificielle. Et à ça, c'est à ça que ces cartes servent là. Si je détruis une carte de niveau 3, je vais aller prendre une carte Double Wound, puis je vais aller la mettre dans ma pile. Elle va compter comme 2 blessures. Fait que là, j'aurai déjà 4 blessures d'accumuler. Il faut que je me rende à 10 pour être capable de vaincre le monstre. Il est important de noter qu'à chaque fois qu'on attaque, avant de commencer notre attaque, on va faire progresser notre rage de 1. Pourquoi c'est important? Parce que à la fin de notre attaque, là, dans mon exemple, je viens de me promener, mettons que j'étais ici, je me suis déplacé, j'ai attaqué ici, j'ai réussi à infliger une blessure, j'ai gagné sa carte, j'ai fait évoluer son deck, mon combat se termine, mon tour se termine. J'arrive à la fin de mon tour de jeu. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ça que cette carte-là va servir. C'est ta carte de Kratos. Ta carte de Kratos va te donner divers avantages et bonus selon ton niveau actuel de rage. Dans mon cas, j'ai une rage de niveau 3. Je peux donc profiter d'un des 2 bonus de niveau 1, du bonus de niveau 2 et d'un des 2 bonus de niveau 3.
Quels sont ces différents bonus? Ceux qui vont revenir le plus souvent, on a celui-là qui va me permettre de relancer l'un de mes dés de pouvoir, le dé rouge. Fait que quand j'ai attaqué, vu qu'il me manquait un succès tantôt, ben là j'aurais pu le relancer puis tenter d'obtenir un succès supplémentaire. Si je l'ai 2 fois, ben je peux le faire 2 fois. Fait que si j'étais à une rage de 4, mais ça me donne 2 relances dans mon tour. Par contre, si j'utilise la relance, je ne peux pas utiliser ce pouvoir-là qui me permet de me déplacer d'une case à la fin de mon activation. Il y a beaucoup d'icônes qu'on va avoir, comme celui-là, par exemple, qui vont me donner des bonus directement. Comme ça, je viens de dire, puis celui-là. Fait que si j'ai une rage de 5, j'ai un dé rouge de plus au dégâts à chaque fois que j'attaque. Mais par contre, dès ma rage de 1, je vais aller chercher des jetons de Kratos. J'ai le jeton de Break, j'ai le jeton de Précision. À la fin de mon tour de jeu, je peux placer dans le bassin de jetons Kratos, duquel j'ai déjà rapidement parlé, un jeton si je suis niveau 1, 2 jetons si je suis niveau 3, 3 jetons si je suis niveau 6. Les jetons, ben c'est moi qui vais décider. Si je place un jeton de break, ça va permettre au prochain joueur, quand il va rouler, s'il obtient le petit triangle, de le remplacer par un succès. Si je place un petit jeton de précision, qui est ce jeton-là, ça va lui donner +1 à toutes les dés qu'il lance pendant le tour du prochain joueur. Et c'est à moi de décider. Fait que si par exemple j'ai une rage de 6, est-ce que je veux donner au prochain joueur une précision de 3, fait qu'il y a plus de chances de toucher, mais il n'y a peut-être pas autant de chances de faire des dégâts. Est-ce que je vais lui donner un +1 pour toucher, mais je vais lui permettre de transformer 2 de ses échecs en succès, pour autant qu'il roule minimalement l'un des petits triangles. Donc, les jetons, le bassin de jetons Kratos est hyper important. C'est comme ça qu'on va se servir de son propre round pour donner un avantage au joueur suivant. Et là, plus la rage monte, on comprend qu'à chaque fois qu'on attaque, on fait monter notre rage. Il y a d'autres effets de jeu qui font monter la rage. Je peux avoir des habiletés spéciales comme ça ici qui font monter la rage. Plus la rage monte, plus je vais débloquer des nouvelles aptitudes puis des nouvelles façons d'aider mes coéquipiers également. Je te dirais également qu'à chaque fois que tu lances des D10, si tu le souhaites, tu peux dépenser du Fate, donc du destin, à coût de 1 point par dé pour relancer autant de dés que tu veux dans ton jet. Donc si j'attaquais un monstre qui a une difficulté de 7, j'ai absolument besoin de mes 3 succès, puis en plus j'ai un critique là-dessus, je pourrais dépenser 2 de Fate pour relancer ces deux-là. Malheureusement, j'ai pas eu plus de succès. Je n'ai jamais le droit de relancer le même dé plus qu'une fois, et je dois décider du nombre de dés que je relance avant de les relancer. Donc, je pourrais pas dire je dépense un Fate, je relance lui, puis je verrai après si je relance l'autre. Je dois décider si je relance les deux, un des deux, d'un seul coup. Évidemment, j'y étais assez rapidement, mais ça fait quand même le tour de combat, comment le combat va fonctionner. Là, comme je l'ai déjà dit, on peut avoir un paquet d'habiletés spéciales, on peut avoir un paquet d'accessoires. Chaque monstre a une stratégie qui lui est unique pour tenter de le vaincre. Il faut tenter de comprendre comment ce monstre-là fonctionne. On se bat toujours contre les mêmes monstres, fait qu'on les apprend par cœur. Ben, les mêmes 4-5 monstres, fait qu'on les apprend par cœur. Et au fur et à mesure qu'on les apprend, ils deviennent de plus en plus forts et ils débloquent de nouvelles habiletés. Par exemple, ce monstre-là, lui, il est tout à propos de cogner les joueurs pour qu'ils aillent le plus loin possible, les tasser, puis s'il réussit à les faire sortir du plateau, éventuellement, il les tue, fait qu'on va mourir régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut se passer dans le combat? Ben, il y a notre fameux Triskelion. J'arrête pas de dire que plus on est haut, plus on est fort. J'ai déjà parlé de la table de Kratos, comment elle fonctionne. Le Triskelion, les autres affaires qu'il faut savoir. Si jamais notre Rage augmente jusqu'à 10, fait que s'il est à 9 puis il doit monter de 1, on finit notre action puis après on est mort, c'est terminé. Si jamais le Fate augmente passé 9, ben après notre action, on va aller piger l'une des cartes du deck de Moyos. Je vous laisse découvrir qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, c'est pas toujours le fun. Et si jamais notre Fate, notre niveau de danger monte plus haut que 9, ben comme je l'ai déjà dit, on va aller avoir à piger des cartes Obol et de façon plus régulière qu'autrement, on va mourir, parfois même de façon horrible. Et quand une bataille se termine, ben là tu vas aller lire le Aftermath. Est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Mes récompenses, le Triskelion va toujours se réinitialiser à la fin. En tout cas, à date, va toujours se réinitialiser à la fin d'une bataille. On va enlever du destin à notre navire au complet. Le destin, on va le mesurer sur cette feuille-là. Fait qu'on voit que sur cette feuille-là, on est à 2 sur 9. On va le baisser à 0. On se rappelle que si on dépasse 9, c'est vraiment pas positif. On va aller chercher des ressources. Les ressources qu'on va aller chercher, ça va dépendre de ce qu'on a réussi à faire comme blessure. Fait que toutes les cartes de blessure qu'on va avoir infligées à notre monstre Hécaton dans notre exemple, va avoir des ressources qui sont imprimées en haut à droite, puis on va tout simplement les ajouter à notre fiche de ressources. On a une place sur notre feuille pour garder toutes les ressources qu'on va avoir. Fait qu'on va tout simplement les ajouter
là. Et ce n'est pas fini après la phase de rencontre. Donc, on a fait une phase de déplacement, de voyage, on a fait une phase d'exploration, on va avoir fait une phase d'expédition, puis potentiellement une phase de rencontre dans une journée. Ensuite, on va avoir la phase d'avancement. La phase d'avancement va faire progresser nos trucs. On va avoir un arbre de compétences qu'on va débloquer et faire évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans la partie. Dans notre arbre de compétences, on va avoir des compétences qu'on a déjà trouvées, des compétences auxquelles on peut accéder, et ce qui nous est pour l'instant inaccessible. Comment on fait pour savoir qu'on est rendu à débloquer quelque chose? Ben, c'est à ça que servent ces icônes-ci. Si à la fin de ma journée, le petit icône qu'on voit juste ici, on voit que j'ai cette petite icône de point-là, je vais faire une découverte militaire, alors que si j'ai le petit icône de bateau, je vais faire une découverte de type plus structurel. Fait que dans les cartes auxquelles j'ai accès, si j'ai fait une découverte militaire, je vais pouvoir aller prendre l'une des cartes que le point. Si je fais une découverte structurelle, je vais pouvoir aller prendre l'une des autres cartes. Il va falloir que je fasse attention, m'assurer que chaque carte que je développe, j'ai le prérequis. Dans ce cas-ci, le Trireme Breach Weapons, le prérequis, c'est Hécaton Sighting. Si je regarde dans mon arbre de compétences que j'ai déjà, de technologie disent que j'ai déjà Hécaton Sighting, je l'ai. Je pourrais donc décider d'aller chercher ça. Qu'est-ce qu'elle me donne les cartes? Je vais te laisser découvrir, mais il y en a plusieurs, comme tu as déjà vu, qui me donnent des habiletés que je peux utiliser pendant les combats. Il y en a énormément qui me donnent accès à du nouvel équipement. Fait que si je débloque Trireme Breach Weapon, je vais débloquer ces 3 cartes d'équipement-là. Je vais pouvoir aller les chercher, par exemple, le Long Mast Spear, on voit qu'il est ici. Lui, je vais pouvoir me servir des ressources que j'ai ramassées sur mon bateau pour le construire dans chaque phase d'avancement entre les jours. Et si je décide de construire un Long Mast Spear, je vais pouvoir le construire et l'ajouter à la réserve de l'équipement qu'on a. Fait qu'on voit qu'il lance 3D, mais il donne 2 et plus pour toucher. Il lance un dé rouge, il y a un reach de 2, il y a reposition. Fait qu'il va me permettre d'avoir différents bonus. Encore une fois, les mots-clés, je vais vous laisser les découvrir, mais lui, dans ce cas-ci, si j'ai un danger de 5 ou plus, il y a un opening de 2. Opening de 2, c'est qu'à la fin de mon tour de jeu, il va donner automatiquement 2 jetons de précision dans le pool de Kratos pour le joueur suivant, en plus de ce que moi je vais donner. Fait que c'est vraiment très cool à avoir. Donc, la phase d'avancement va aller comme ça. Puis si je suis dans les inventions plus de type structurel, ben là je peux aller chercher divers bonus, des effets permanents, je peux aller chercher des effets de négociation. Fait que quand je suis dans une ville qui a un temple, ça va me permettre d'utiliser une habileté spéciale. Fait qu'ici, même chose, je vais gagner différentes habiletés que je vais gagner selon la technologie que je décide de développer. Il y a beaucoup de ces technologies-là qui vont demander à ce que je sois sur une cité. C'est à ça qui sert le petit symbole, comme celui que je vous ai déjà montré, le petit symbole de négociation. Je dois être sur un symbole de cité sur la carte du monde pour être capable d'utiliser cette habileté-là. Il y en a plusieurs qui vont faire ça. Fait que dans la phase d'avancement, on décide si on découvre des nouvelles technologies. Dans mon cas, j'avais décidé que je découvrirais Trireme Breach Weapon. Je décide, fait que là, je pourrais l'acheter à la réserve de ce que j'ai. Je précise que une fois que je le découvre, ben, ça se peut que ça me donne accès à d'autres choses. Fait que lui, le Requirement de Hécaton Sighting, je l'avais, mais lui, il va mener vers d'autres choses. Fait que Fate Sing, Specialized Trireme Weapons, puis Labyrinthe Tauros Life Study. Je pourrais aller les chercher dans la réserve de ce qui est ici. Fate Sing qui est juste ici. Labyrinthe Tauros Life Study est ici. Fait que je pourrais aller prendre ces cartes-là puis les ajouter à maintenant ce que je pourrais découvrir pour plus tard. Faut quand même que je m'assure d'avoir tous les prérequis sur la nouvelle carte. Puis ça, je vais acheter ça ici. Il y a maintenant du nouveau stock que je peux construire. Dans la même phase de jeu, si je le veux, je peux construire autant d'équipements que je veux. Il y a même des phases, des cartes éventuellement où je vais avoir, où je vais pouvoir faire des échanges d'équipements. C'est là aussi, il y a des cartes que je vais découvrir qui vont pouvoir permettre de créer de nouveaux titans, fait que de nouveaux mini qu'on va pouvoir se déployer si on n'en a plus beaucoup dans notre bateau. Fait qu'on peut tout faire ça en même temps dans la phase d'avancement. Après la phase d'avancement, on a la phase d'histoire. C'est là où on va avancer l'intrigue principale. Fait que je l'ai déjà dit, si on a suffisamment de pions de progrès tel que demandé, on va nous demander de tourner la carte ou de passer à la carte suivante. Et généralement, on va nous demander d'aller lire un passage de l'histoire. Si on dit un story event, puis le story, il n'y a pas de nom, c'est l'histoire principale. Fait que c'est le Truth of the Labyrinth, main story. Fait que si on me dit d'aller lire le passage 1, le passage 2, qu'on va tout simplement lire. Et comme je l'ai déjà dit, on va souvent nous dire de choisir un party leader.
il y a des choses qui vont se passer, puis on va suivre l'intrigue. Généralement, on va remplacer cette carte-là ensuite, ou la tourner, ou la remplacer par une autre carte, puis on va continuer dans l'histoire. Il y a 2 autres types d'histoires, par contre, qui peuvent progresser. Il y a ce qu'on appelle le Inward Odyssey. J'ai déjà dit qu'à chaque fois qu'on met un jeton de progrès sur l'histoire principale, si on le veut, on peut mettre le jeton de progrès sur notre vaisseau à la place. Chaque 2 pions de progrès, on progresse de 1 de connaissance sur l'Argo. Et on a un chapitre au complet pour aller découvrir l'histoire de l'Argo. Fait que le Inward Odyssey est juste ici. On est donc à la page 92. Fait que si je m'en vais là, ben j'ai toute cette histoire-là. Fait que la première fois que je mets 2 jetons, la deuxième fois, la troisième fois, ainsi de suite. Et ça débloque un paquet de choses. On voit qu'il y a une vingtaine d'histoires. Où je peux pas une vingtaine, exactement 20 histoires, où je peux aller découvrir le passé, les mystères du vaisseau sur lequel on se trouve. Il y a également nos histoires de mémoire personnelle. Chaque joueur, chaque Argo va finir par avoir des cartes qui ressemblent à ceci. Cette carte-là, par exemple, Siren Survivor, elle est possédée par ce joueur-là, qui a Siren Survivor juste ici. À chaque fois qu'on atteint l'un des triangles, j'ai déjà dit comment on fait pour développer ces histoires-là. Fait que dans ce cas-ci, à chaque fois qu'il fait une aventure, que le mot-clé voyage surnaturel ou deed, il va progresser d'une case sur sa piste. Et à chaque fois qu'il atteint l'un des triangles, il va aller dans le livre d'histoire. Il va aller dans cette phase-là, donc dans la phase d'histoire. On va aller dans les... Où sont-ils? Sont ici les Memnos Breakthrough. Fait que je suis à la page 98. On va aller trouver l'histoire Siren Survivor, puis on va rouler comme ça. Fait qu'on a toujours 3 progressions narratives qu'on peut faire par carte mémorielle, comme ça, ici. On en a plein. Siren Survivor est juste ici. Fait que le premier triangle que j'atteins, le deuxième, je vais lire ça ici, puis le troisième, je vais lire celui-là ici. Fait qu'on apprend notre passé en faisant développer ces cartes-là. Fait qu'on a beaucoup d'histoires qui peuvent se développer. Je précise que ces 2-là sont relativement optionnels. Celle-là, c'est l'histoire principale, on est obligé de la faire. Celle-là, on peut ne pas y toucher, mais si on ne le fait pas, comme je l'ai déjà dit, dans le cycle suivant, on va changer la carte de la vérité du navire sur lequel on se trouve. Donc, on n'aura pas accès à ces histoires-là. Et il donne des bonus, ma foi, très intéressants. La dernière réelle phase de jeu, c'est la phase de Doom, la phase de fatalité. Fait qu'on l'a déjà dit, sur l'autre carte, on va également mettre des jetons de fatalité. Puis quand le chiffre atteint un certain nombre, après avoir résolu toute nos histoires, on va faire progresser cette carte-là si le nombre requis est atteint, 5, 6, 7. Même principe. Si on est sur le côté A, on va nous demander de tourner sur le côté B, puis il va se passer quelque chose. Si on est sur le côté B, on va nous demander de défausser la carte 1, puis d'aller chercher la carte 2A, puis on va continuer comme ça. Et cette carte-là, la carte précédente, la carte d'histoire, fait que celle-ci va mener vers la victoire de la campagne, tandis que cette carte-là va mener vers la défaite de la campagne. Fait que ça, on va être obligé de la faire progresser également à chaque fois. Et quand on a fait toutes ces étapes-là, ben, on considère qu'on a exploré la tuile sur laquelle on se trouve. Donc, je l'ai déjà dit, la différence entre les tuiles explorées et inexplorées. Si je reviens sur cette tuile-là, tous les icônes positives, je ne les referai pas. Donc, je ne referai pas une nouvelle expédition en rentrant là, dis-je. Mais si je retourne sur cette case-là, même si elle est explorée, vu que l'effet est négatif, je vais quand même l'appliquer en y retournant. Fait que, comme on a terminé une première réelle tour de jeu, ben, on recommence une deuxième fois. Fait qu'ensuite, je pourrais décider d'aller vers le 21. Si je vais vers le 21, je révèle la carte. J'applique les icônes positifs et négatifs s'il y en a. Je fais une phase d'exploration, donc je pige, je fais mes 2 piles de cartes d'exploration pour déterminer quelles sont les ressources que je trouve. Il peut y avoir un effet négatif selon la diplomatie que je vais avoir avec la faction qui occupe cette partie de l'île. Il peut y avoir un monstre qui se rapproche de moi dans la phase d'exploration. Ensuite, il y a une phase d'expédition, donc s'il y a ce symbole-là, je vais faire une aventure où on va débarquer sur l'île puis il va se passer quelque chose. On gère ça avec le livre d'aventure. Ensuite, phase 5, on va arriver à la phase de rencontre. Fait que s'il y a un combat qui se déclenche, soit parce que j'y suis rendu avec ma ligne de temps, soit parce que l'aventure m'a fait déclencher un combat, je vais le résoudre à ce moment-là. Ensuite, il y a la phase d'avancement où je peux faire progresser mes différentes technologies, de construire du nouveau matériel, construire de l'équipement. Il y a la phase d'histoire et la phase de fatalité où ces 2 cartes-là, dans l'ordre, celle-ci en premier et ensuite celle-ci progresse. Pendant la phase d'histoire, je peux également faire progresser ma connaissance du vaisseau sur lequel on se trouve et mes petites aventures personnelles au niveau mémoriel. Ensuite, on termine en considérant que la tuile est explorée.
Et on continue pour une autre journée d'aventure. Donc voilà, c'était les règles de Aeon Trespass Odyssey, c'est ça son mot-clé. On va y aller avec la critique du jeu comme d'habitude. Je te l'ai dit, je te le redis, être sûr que c'est bien clair. J'ai survolé beaucoup de règles du jeu. Il y a des règles que je n'ai pas abordées, que je vais peut-être glisser un mot pendant la critique. Mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit qui restent à découvrir du jeu. Je vais également. Fait que donc, allons-y, je pars avec les composantes. C'est un jeu qui évidemment a beaucoup de composantes, surtout des cartes. Il y a énormément de cartes. La qualité des cartes est de bonne qualité. Puis j'adore le style visuel qu'ils ont décidé d'aller chercher avec, tu le veux un petit peu partout, l'espèce de vieux style peinture grecque, justement, là, des tableaux qu'on est habitué de voir, ou de l'art grec ancien, mythique, qu'on est habitué de voir. Je trouve que ça résonne bien dans le jeu. C'est un jeu que, tu sais, au niveau des jetons, des dés, ça c'est correct, c'est rien de spectaculaire, mais ça fait le travail. Il y en a beaucoup, fait que achète-toi des trucs de classement, ou en tout cas, si t'en as pas, essaie de trouver des trucs qui te permettent de classer les jetons. Il y en a quand même pas mal. C'est pas le pire des jeux que j'ai vu au niveau des jetons, mais il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup de jetons de types de terrains différents que tu vas avoir, de différentes formes, de différentes tailles. Il y a des labyrinthes que tu vas trouver, ainsi de suite. Il y a énormément de cartes, des enveloppes secrètes. Il y a beaucoup de matériel. L'une des choses qui me dérange peut-être le plus, mon principal point négatif, c'est l'insert. Il est gigantesque, mais pas tant pratique, étant donné qu'il y a beaucoup de figurines. Et que l'insert sert principalement à garder les figurines relativement ordonnées. Au niveau des figurines, c'est des super beaux skulls, c'est bien réussi. Il y a une quinzaine de figurines de titans, 11 ou 12 figurines de primordiaux, les primordiaux étant toujours beaucoup plus gros que les titans, puis il y a certains primordiaux, si tu penses que celui-là est gros, il y en a qui sont encore plus gros. Et il y a des règles spéciales quand tu affrontes certains primordiaux qui te permettent de grimper sur le primordial. Fait que ces primordiaux-là, on le voit ici, on le voit peut-être un peu, il y a un trou sur le dessus, c'est-à-dire qu'il y a différentes pièces qui vont venir se glisser pour compléter la sculpture selon le combat où on se trouve, selon les habiletés qu'on débloque. Je peux y installer une espèce de plateau puis grimper dessus pour taper dessus, puis il y en a de toutes sortes, là, des figurines. C'est le genre de figurines un peu comme étranges, bizarres, weird, qui sont des figurines justement de fin du monde, fait que c'est bien réussi. T'as un gros job de classement à faire la première fois que tu ouvres la boîte pour classer toutes les cartes, organiser ton espace, puis l'insert, t'as vraiment littéralement juste des places pour mettre tes grosses piles de cartes, pas triées, pas classées, fait que ça va être à toi de te faire des mini séparateurs, etc. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage avec la taille de la boîte que c'était, ça aurait pu avoir un minimum d'organisation, mais t'as littéralement juste 4 grandes cases pour mettre tes cartes d'un format, une autre grande case pour les cartes d'un autre format, puis une autre case pour les cartes d'un autre format. Pas de séparateur, pas de classement. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Mais c'est relativement mineur. Le visuel des cartes aussi. J'aime beaucoup le visuel des cartes type 7e continent. Ça te fait une belle île. Il y a beaucoup de cartes, fait que l'île est quand même assez grosse à la fin. Ça, c'est intéressant. Au niveau des composantes, le défaut majeur que le jeu va avoir, selon le joueur que tu es, c'est l'espace qu'il prend. Puis quand je te parle d'espace, c'est ridicule. Tu vas avoir une carte pour où tu vas te développer, justement, comme ces cartes-là, que tu vas construire et que tu ne refermes jamais. Il n'y a pas de règle qui dit, comme justement dans le 7e continent, enlève telle partie du continent, garde avec ça. Fait qu'à un moment donné, ton espace devant toi, il est 40, 50, 60 cartes où tu as l'île qui se déploie devant toi. Mais ça, il faut tout que tu le défasses à chaque fois qu'il y a un combat qui part. Donc à toutes les 6-7 tours de jeu. Des fois moins, parce qu'il y a d'autres façons de déclencher le combat que juste la ligne du thème. Fait que tu vas avoir à tout enlever ça. Fait que littéralement, après un certain temps, je me suis installé une deuxième table à côté de ma table qui est quand même assez grande pour pouvoir laisser l'espèce de labyrinthe que je me promène dedans en permanence. Plus toutes les cartes, toutes les piles de cartes, tous les decks, tous les jetons. C'est un jeu qui prend une place monstrueuse. Dans tous les jeux que je possède, c'est celui qui prend le plus de place une fois qu'il est tout installé. Si tu décides de tout laisser installer en même temps, mais si tu décides de désinstaller, de réinstaller à chaque fois que tu traverses entre la phase d'exploration, pas la phase d'exploration, mais la phase de voyage, puis la phase de combat, si tu décides de réinstaller puis le matériel à chaque fois, c'est énormément de temps. Fait que ça c'est un problème, mais si tu as l'espace pour le faire, c'est intéressant. Mais si j'habitais encore dans certains apparts que j'ai eu dans ma vie, je pourrais juste pas jouer à ça, j'aurais pas la place pour le faire. Au niveau du gameplay en tant que tel, c'est une machine, une bébite extrêmement étrange qui va mélanger des genres. Fait qu'au lieu de te dire, moi je te dis tout de suite que pour moi c'est probablement le jeu de l'année si ce n'est le jeu de ma vie. Ça va dépendre où la campagne me mène parce que mon premier cycle n'est pas terminé, mais je trippe vraiment intensément ce jeu-là pour différentes raisons que je vais t'expliquer. Puis ensuite tu pourras voir si toi
c'est quelque chose qui va te plaire ou non. Donc, si je déconstruis, première chose que j'aime beaucoup, c'est la narration du jeu, ce qu'on appelle en anglais le world building. Fait que la façon dont l'auteur de ce jeu-là a créé un univers particulier en se basant sur justement une base qui est déjà implantée, c'est-à-dire la mythologie grecque. Il va pas inventer un paquet d'affaires, il va prendre des concepts qu'on connaît déjà, puis il va les modifier, puis il va amener un peu plus de fantastique là-dedans pour aller refaire tout ça. Fait que ce que j'ai trouvé intéressant comparativement à d'autres jeux narratifs, c'est que c'est un univers qu'on connaît. C'est des dieux qu'on connaît, c'est des lieux qu'on connaît, c'est des légendes qu'on connaît qui sont revisitées puis qui sont redéfinies de façon différente. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment trippant. Si tu es un amateur de mythologie grecque, d'ancienne mythologie, probablement que la narration, tu vas l'adorer. C'est bien écrit, j'ai pas vu de faute ou presque pas. Il n'y a pas eu d'erreur des fois comme il y a de c'est va au paragraphe 003 puis finalement c'est pas la bonne affaire qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup d'énigmes secrètes, il y a beaucoup de codification, il y a beaucoup de décodage, puis il y a énormément d'histoires qui vont se passer, autant, puis des histoires à différents niveaux. Il y a l'histoire principale qui est majeure, qui est épique, qui est monstrueuse. Tu as des petites histoires de la vie de tous les jours sur le bateau, tu as l'histoire du passé mystérieux du bateau sur lequel tu te trouves, tu as des histoires sur les différentes îles que tu visites, tu as des histoires qui sont associées aux différentes factions auxquelles tu vas t'associer ou que tu vas te vilifier. Fait que t'as beaucoup de choses qui se passent au niveau narratif et c'est bien écrit. Puis moi, j'ai adoré que ça soit dans un contexte pas 100% inventé, mais qui est basé, qui est enraciné dans quelque chose qu'on connaît bien puis que moi, j'adore depuis que je suis tout petit. Fait que tu sais, l'histoire principale, on va partir avec la disparition de Minos, le fameux roi qui a fait bâtir son labyrinthe. On est des années plus tard, après l'histoire de Thésée et d'Ariane, qui a tué le labyrinthe avec l'aide d'Ariane. Fait qu'on est plus tard. Fait que Thésée, c'est une légende. Puis on est dans la ville de Knossos et dans les environs sur l'île de Crète, etc. Fait que les dieux, les lieux qu'on apprend. Puis c'est super bien écrit. Puis il y a énormément de narration. Je ne serais pas du tout surpris d'être capable de refaire le jeu une deuxième fois. Puis que l'intrigue principale, oui, va aller dans la même direction, avec certaines influences que je vais lui apporter, mais qui va avoir je vais découvrir beaucoup d'aventures différentes. Juste le principe des hubs, fait que le principe que quand je pars une aventure quelque part, un lieu que je découvre, ben l'aventure n'est pas fixée à ce lieu-là. Fait que dans une deuxième campagne, je pourrais partir l'aventure de Men of Purpose sur la carte 78, alors que dans ma première campagne, je l'ai parti sur la carte 22. Ça me prend juste l'icône d'aventure, puis c'est le hasard qui va déterminer quelle série d'aventures je fais. Puis de la façon dont les cartes d'histoire évoluent, on va finir par y revenir à cette aventure-là, puis à la faire continuer, puis éventuellement l'amener à une conclusion. On ne conclura pas toutes les séries d'aventures qu'on va avoir commencé, mais on va en conclure plusieurs. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Dans un monde hyper complexe, hyper mystérieux, où on se demande continuellement ce qui se passe. C'est un mélange d'une histoire post-apocalyptique, de la Grèce antique et de Pacific Rim, parce que c'est ça qu'on fait. On est des argonautes qui sont plongés dans une espèce de bassin mystérieux qui nous permettent de prendre contrôle de titans gigantesques qui sont sur le vaisseau. Puis avec ces titans-là, on va combattre des monstres. C'est hyper étrange, c'est super le fun en découvrir puis en apprendre plus. Puis les nouveaux cultes mythiques, religieux qu'il y a dans cette Grèce-là, avec les gens qui habitent le labyrinthe de Minos, puis tout ça. Il y a plein d'affaires géniales au niveau de l'histoire qui font vraiment capoter et qui font que ce jeu-là, au niveau narratif, il est grandiose. Fait que là où j'ai mon premier bémol, c'est que, justement, j'arrête pas de le dire, c'est un excellent jeu narratif, il y en a en tabarouette de la narration. Moi, je le fais de façon solo. Je dirais que probablement qu'à 2, c'est encore agréable. Je ne l'ai pas joué à 3 ou à 4, mais tu passes dans une soirée de jeu. Si je joue 3-4 heures à ce jeu-là, j'ai passé 3h15 à lire, puis peut-être 1 heure à faire un combat contre un monstre. Les combats contre les monstres sont pas super longs. Donc, il faut aimer ça particulièrement. Si tu veux un jeu que tu explores, tu découvres des choses, il y a des énigmes, tu te bats régulièrement, pas tant ça que tu vas avoir. Tu vas surtout avoir de la narration puis de l'exploration, mais toujours au niveau narratif. Tu vas découvrir de nouvelles choses. Quand tu as un tour de jeu qui n'a pas d'icône de narration ou de combat qui se déclenche, il prend 3 secondes, je déplace mon vaisseau, je fais mes jets d'exploration, je pige mes cartes d'exploration, je trouve 3-4 ressources, je ne suis pas encore rendu à découvrir cette technologie-là, parfois on passe à l'autre. Fait que c'est pas plus long que ça un tour de jeu. Puis là, des fois, j'arrive, là, il y a le petit bateau qui indique que j'ai une expédition. Fait que là, je vais avoir une partie d'aventure qui va partir, puis là, on part, on va aller 2-3 pages de texte. Fait qu'il y a beaucoup de lecture. Il y en a qui détestent ça. Si t'aimes pas ça, des jeux qui ont énormément de lecture, celui-là, c'est un de ceux que je connais qui en a le plus. Il y a juste ça dans ce livre-là de la lecture. Il n'y a presque pas de règles là-dedans, il y a juste de la lecture. Fait que ça, faut être conscient de ça.
La deuxième grosse phase de jeu qui est importante, évidemment, ce sont les combats contre les boss. Évidemment, plusieurs vont le comparer avec un jeu célèbre qui s'appelle Kingdom Death Monster. N'ayant jamais joué à Kingdom Death Monster, je ne pourrais pas t'en faire la comparaison. Les éléments que je sais qui sont en commun malgré tout, parce qu'il y a des concepts qui sont spécifiques à ce jeu-là, parce que d'autres jeux comme Oathsworn vont faire des choses similaires. Tu vas avoir un boss qui est très fort au début, qui est clairement plus fort que les joueurs. On va tenter de lui infliger un certain nombre de blessures, puis au fur et à mesure que le combat va avancer, le boss va devenir de plus en plus fort, parce qu'à chaque fois qu'on lui brise une partie du corps, on la remplace par une partie plus forte. À chaque fois qu'on lui enlève une carte d'intelligence artificielle, on la remplace par une carte qui est plus forte, qui va devenir de plus en plus fort au point où à un moment donné, il devient imbattable. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le système de jeu, c'est justement que nous aussi, plus on est à l'article de la mort, plus on est fort. Si ma rage est extrêmement haute, si je suis à 9 de rage ou à 8 de rage, ça veut dire qu'il me reste 2 actions de combat avant que mon titan meure. Si mon titan meurt, ben, dans la phase d'avancement entre les combats, j'aurais à peut-être créer un autre titan, ou ça veut dire peut-être que j'ai perdu un titan unique qui a certaines habiletés spéciales, puis j'aurais à prendre un titan différent avec le même argonaute pour la prochaine bataille. Fait que ça peut être dérangeant. Puis si on commence un combat puis on n'a aucun titan sur le bateau, ben on perd la campagne automatiquement, c'est terminé. Fait que ça, faut pas que ça arrive. Par contre, si j'ai 8 de rage au début de mon tour de jeu, ben je peux utiliser les 8 premières lignes de mon tableau de Kratos. Fait que l'espèce de tableau que j'ai sur ma fiche personnelle qui me donne mes habiletés. Plus la campagne avance, plus on va trouver des titans ou des façons d'améliorer ce tableau-là avec des tableaux plus puissants qui vont donner plus d'habiletés, plus d'options. Donc, si je suis très fort, je suis à l'article de la mort, mais je débloque beaucoup d'habiletés. Même chose pour mon niveau de danger, j'ai plein d'armes, d'habiletés, d'équipements qui disent si tu as 3, 5, 7 de danger, tu as un dé de plus d'attaque, tu as 2 7 plus automatiquement, tu as plus 1 à tes jets d'attaque, des trucs comme ça. Fait que plus ton niveau de danger monte, plus tu es fort. Par contre, plus ton niveau de danger monte, quand je me fais attaquer, mais je vais aller piger des cartes de trauma dans des decks qui sont de plus en plus dangereux. Et ça se peut, puis il y a un combat que j'étais censé perdre, que j'ai fini par gagner, parce qu'il y a un de mes 4 titans qui a pigé la carte Obol, donc la carte que si j'ai plus de 9 niveaux de danger, j'ai une chance sur 2 de mourir instantanément. Il doit avoir pigé la carte survie comme 6 ou 7 fois d'affilée avant de finir par piger celle qui meurt. Ce qui m'a donné 6 ou 7 tours de plus que le vilain a pu jouer avant de réussir à tuer son premier titan. Fait que pendant ces 6 ou 7 tours-là, ça a fait que les 3 autres titans ils ont été capables de piocher dessus, puis on a fini par battre un primordial que j'étais probablement pas censé être capable de battre à ce moment-là. Le jeu va t'offrir des moments épiques comme celui-là. Toutes les cartes de trauma que tu vas piger, des fois ça va être un effet négatif, des fois tu vas avoir un effet de t'es censé être mort, mais lance un des 10, puis si tu roules 10, t'es pas mort finalement. Il se passe quelque chose de particulier que je te laisserai découvrir. Puis finalement, t'es pas mort, tu deviens 10 fois plus fort pendant 3 tours de jeu. Il va t'offrir des moments qui arrivent pas souvent, mais quand il arrive, t'as un moment de sentiment épique, rageur, extrêmement puissant, où t'as un revirement de situation dans les combats. Puis ça, c'est une mécanique, une sensation que j'ai trouvé super le fun. Les combats sont très, très difficiles. Les monstres frappent fort. Ça m'est arrivé d'avoir des titans qui meurent à la première attaque du monstre. Ça m'est arrivé d'avoir des monstres que je suis obligé de fuir le combat. Ça m'est arrivé de perdre des combats parce que tous mes titans se sont fait tuer. Puis en plus, le jeu va t'agacer à certains moments en disant ce monstre-là, par exemple, t'as pas besoin de le battre, t'as juste besoin de faire 3 blessures, puis après tu peux te sauver. Par contre, chaque blessure supplémentaire que tu fais après la 3e, tu gagnes des bonus supplémentaires. Puis si tu te rends à 10 blessures, tu gagnes une carte unique, qu'il n'y a pas d'autre façon de gagner. Fait que là, tu t'essayes, puis là, finalement, t'es très chanceux, tu réussis à faire 3-4 blessures au premier tour de jeu, tu dis, j'essaye-tu? Puis finalement, tu massacres au deuxième tour de jeu, t'aurais dû dire, oui, je m'en vais. Fait que le jeu est extrêmement difficile, sans nécessairement tomber dans l'aspect extrêmement punitif. On perd son titan, c'est pas la fin du monde, faut juste explorer puis trouver des façons d'en refaire d'autres. C'est pas si facile que ça en faire. Mais on trouve des façons d'en faire d'autres. L'argonaute en tant que tel, le pilote du titan, c'est beaucoup plus difficile de le faire mourir. C'est des effets de jeu spécifiques qui vont faire qu'il meurt. Fait que t'as toujours ton argonaute à toi. Il y a certains effets de jeu qui peuvent faire qu'il quitte le navire aussi. Je te laisserai découvrir comment. Fait que ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver, mais t'as toujours un autre argonaute qui va venir. Fait que tant que tu réussis à garder ta base de titan, si tu perds un combat contre un primordial puis tout le monde meurt, ben c'est pas on recommence à zéro puis l'argonaute que je monte de niveau depuis un certain temps, je repars à zéro. C'est juste son véhicule qui est mort. Puis ça se peut que son véhicule, je l'ai augmenté un petit peu avec le temps, mais on va en avoir d'autres qu'on va avoir augmenté un petit peu avec le temps. Fait que même si les combats sont très difficiles, je l'ai pas trouvé très punitif. Ça, c'est une affaire que j'ai aimé. J'ai également adoré comment tu récoltes des ressources. Ça a l'air que c'est pareil comme Kingdom Death. Comment tu récoltes des ressources après avoir tué les boss les plus difficiles. Puis tu peux te servir de ces ressources-là pour améliorer ton vaisseau. Ben pas ton vaisseau, mais améliorer l'équipement qu'il y a sur le vaisseau, développer une nouvelle technologie, puis améliorer les objets qu'on va utiliser pour aller combattre les monstres. La mécanique de combat est ultimement super simple.
Je me déplace, je fais une attaque, j'utilise des objets, je lance des dés, j'essaie d'obtenir la difficulté qui est fixée par le monstre. Puis à la fin de mon tour de jeu, puis après, si j'ai réussi à obtenir cette difficulté-là, je vais flipper une carte, je vais tourner une carte pour voir quelle partie du corps j'attaque. Puis ça va déterminer le nombre de dégâts qu'il faut que je réussisse à faire. Je lance mes dés rouges, noirs et blancs selon le cas. Si je n'ai assez, je fais une blessure, le monstre devient plus fort, on remplace la partie du corps, on remplace une carte d'intelligence artificielle et on continue. À la fin de mon tour de jeu, selon je suis rendu dans mon niveau de rage sur ma table de Kratos, je peux laisser des jetons au joueur suivant, qui ça va lui donner des bonus de jet d'attaque. Ça va lui permettre de transformer des échecs en succès pour ses jets de dégâts, etc. C'est hyper intéressant, j'adore ça. Fait que le système il est relativement simple, mais il y a beaucoup de mots-clés. Fait que c'est un système où la première fois que tu vas jouer, puis au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas trouver une nouvelle carte, ça va être écrit Opening 2. Ah, tu vas aller chercher dans la liste de mots-clés, puis malheureusement, il n'y a pas dans le livre de règles une table à l'arrière qui résume rapidement tous les mots-clés. Il y a un index à la fin qui te permet de trouver où sont les mots-clés, mais j'aurais mis un aide de jeu sur le site, ça aurait été intéressant. Mais dans l'ensemble, tu vas quand même les apprendre au fur et à mesure, puis tu vas maîtriser le système de combat. La base est facile, puis c'est la quantité de mots-clés, puis aussi la personnalité de chaque monstre qui va faire que ça se complexifie. Chaque monstre joue complètement différemment. Il y en a un qui fait apparaître des labyrinthes partout, qui sont des tuiles que tu viens placer sur le plateau, puis là, tu es obligé de faire le tour, de trouver un chemin pour te rendre au monstre, puis lui, il passe à travers tout ça, puis il massacre tout ça, puis il t'attaque sans aucun problème, alors que d'autres te poussent dans tous les sens et tentent de te faire tomber en bas du plateau, puis il y a d'autres monstres qui agissent de façon différente. Le reste, je te laisserai le découvrir si jamais tu y joues. Fait qu'au niveau mécanique, c'est un jeu que j'ai trouvé très réussi, très solide, très bien pensé, mais pas facile à apprendre parce qu'il y a énormément de règles différentes qui vont interagir entre elles. Il y a les règles à phase de voyage, il y a les règles à phase d'exploration, il y a les règles du combat, il y a les règles pour faire développer mes technologies, il y a les règles des différentes expéditions qu'on va faire selon l'expédition, c'est pas tout à fait les mêmes règles. Il y a les règles pour faire développer son héros, il y a les règles pour faire développer les vilains vont venir plus forts selon les combats. Il y a beaucoup de règles. Je pense que sur Board Game Geek, à date, il est coté 4.7 ou 4.6 sur 5, ce qui est peut-être le jeu le plus haut que j'ai dans ma collection. Donc, j'arrive à mon jugement final. Si tu veux une énorme bête narrative avec des combats contre des boss extrêmement satisfaisants, tout en développant une phase d'exploration, tu vas découvrir une map au fur et à mesure que tu te promènes, et en ayant même un arbre de technologie que tu vas développer sur le côté qui va te permettre d'améliorer les héros que tu envoies au combat dans les boss fights, c'est un jeu parfait. Pour moi, c'est un 10 sur 10 sans aucune hésitation. Si tu cherches, par contre, comme je l'ai dit, faut que tu aimes la narration, il y en a énormément. Faut que tu aimes les règles complexes, il y en a énormément. Puis il y a des choses dont je t'ai même pas parlé. Comme je t'ai dit, il y a le théâtre de Memnos, je t'en ai même pas parlé, puis c'est un énorme aspect du jeu que tu débloques éventuellement. Puis je l'ai même pas abordé là-dedans, il y a des lettres cachées, il y a plein d'affaires. Mais bref, faut que tu aimes la narration, faut que tu aimes lire beaucoup de règles, et comme à peu près tous les livres de règles complexes qui sortent de Kickstarter, il y a... le livre de règles est bien fait, on s'y retrouve bien, mais il n'est pas parfaitement bien organisé. Fait que c'est pas si facile que ça de retrouver une règle précise par la suite quand tu y trouves, puis c'est facile de manquer certains points de règles. Cela étant dit, donc, grosse narration, grosse exploration, arbre de technologie, combat contre les boss, c'est un jeu extrêmement bien réussi. Reste à savoir si pour toi tu vas être prêt à rentrer dans ce jeu-là quand ils vont sortir la prochaine campagne Kickstarter, selon le montant que ça va être. La boîte de base, comme je t'ai dit, moi quand je l'ai acheté, était environ 120$ US. La dernière vague qu'ils ont vendue sur GameFound était au-dessus de 300$ US. Je suis obligé de te dire que même à 300, je trouve qu'il y a énormément de contenu parce que tu as 3 campagnes d'environ 60 heures de jeu, selon ce qu'on dit. Moi, j'étais à 30-35 puis j'ai pas encore fini. J'ai pas l'impression que je suis passé proche de finir la première. Fait que je dirais 60 à 70 heures de jeu par campagne. Fait que ça reste énormément de contenu, mais ça reste un jeu extrêmement cher. Si tu le vois de seconde main sur un Kijiji, whatever, Marketplace, les différents sites de revente, ça peut être une option intéressante aussi. Mais ça te prend énormément de place, beaucoup de volonté, beaucoup de vouloir pour apprendre toutes ces règles-là et bien les maîtriser. Sur ce, j'espère que d'une façon ou d'une autre, ça t'a permis de te faire une petite idée sur ce qu'était Aeon Trespass. Si tu as des questions plus précises, tu peux m'écrire des commentaires dans le bas de la page. Si j'ai fait des erreurs, dis-moi là, j'en ai sûrement fait quelque part. Il y a un livre de pages ahurissant qui accompagne ce jeu-là. Mais d'une façon ou d'une autre, comme je te l'ai dit, j'espère que minimalement, je t'ai permis de te faire une idée sur ce jeu-là, savoir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser quand ils vont offrir la réimpression ou minimalement la nouvelle campagne. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venez nous visiter sur Twitter, Facebook et Instagram.
pourquoi pas venir sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on va espérer être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.